Vendredi 9 mai, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Cette semaine, c'est notre formule entre deux courses où je reçois nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1 et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Il est le champion de F2000, le dernier pilote à avoir triomphé sur le circuit. Gilles Villeneuve en F1600. Jean-Christophe Train, comment ça va? Ça va super bien, content de faire une autre belle édition très chargée de cette semaine avec vous. Content de savoir que tu vas bien, Jean-Christophe. De l'autre côté, Kevin Fontaine, l'auteur du livre La Formule 1 au circuit. Gilles Villeneuve, comment ça va, Kevin? Super, ça va super bien, merci beaucoup. Et de l'autre côté, il est l'analyste descripteur des courses de Formule 1 à la GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de simulation pour la Team FSR. François Goulet, comment vas-tu? Ah bon, pour moi, vous savez, les mecs, la routine, quoi. Excusez-moi. Non, ça va super bien. Content d'être là en famille toujours pour l'entre-deux courses, là, mais on vous expliquera peut-être un jour pourquoi on trouve ça bien, bien drôle en ce moment. Oui, ça commence comme Ouais, c'est bon. un autre, je l'avais prédit. Bon, fait que, tu vois, ça pour dire, on est là pour avoir du plaisir. Ben ouais. Les auditeurs se sont joints aussi à la fête en nous écrivant des messages. Maintenant, ils sont rendus habitués, hein. On travaille avec l'actualité, on travaille aussi avec ce que les auditeurs ont envie d'entendre parler. Même si nous écrivent, il y en a d'autres qui le font pas. Je regarde ce qu'on discute sur nos différents réseaux sociaux, donc on prend les sujets de l'heure. Ça n'a pas été trop forçant pour les premiers sujets. Vous allez comprendre pourquoi, puisque Alpine nous a forcé la main un peu. Alpine a décidé de dire, là, nous autres, on est encore avant-dernier au championnat, mais vous allez parler de nous. Et puis, ils ont pris la décision. Il y a deux nouvelles. La première, c'est bien sûr le directeur qui a claqué la porte. Oliver Oaks n'est plus là. Mais j'ai envie qu'on commence par ce qui va se passer sur le terrain, plus concrètement, dans le fond, dans la voiture. Donc, je vais commencer avec toi, Jean-Christophe, puisque je sais que le côté statistique, là, tout ce qui est pilote, les écarts qui sont entre eux, c'est quelque chose que tu maîtrises beaucoup. C'est les genres d'analyses que tu aimes faire sur un Grand Prix. Lorsque j'échange avec toi, que ce soit sur les podcasts ou pas, tu es souvent à jour pour savoir, ah ben, présentement, l'écart entre ces deux coéquipiers-là, c'est trop grand, ça devrait pas être ça. Tu avais aussi fait une prédiction sur où Doohan devrait se tenir là, par rapport à Gasly. Donc, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il mérite d'avoir perdu son poste pour les 5 prochains Grands Prix, puisqu'on va essayer la tentative avec Franco Colapinto, mon favori par nom. Franco Colapinto! Mais c'est ça, fait que lui, il va être de retour, Jean-Christophe. Mais toi, de ton côté, Douane, est-ce que c'est validé lorsque tu regardes les statistiques? Est-ce que tu l'aurais remplacé toi aussi? Pas aussi rapidement, ça c'est sûr. On en connaît combien de nouveaux pilotes là, qui ont pas terriblement mieux ou moins bien fait que lui, qui se sont montrés la porte si rapidement, puis qui ont eu l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête depuis la première course sans vraiment que ce soit sa faute. Comme lui, non. Ben, c'est sûr que sur papier, on regarde un peu les niaiseries qu'il a pu commettre au Japon, en Australie, la première course, malgré que c'était pas le seul des recrues, ça. Mais quand même, pas de point. Il est pas tant loin de Gasly sur certaines occasions qui sont représentatives, puis que les deux sont vraiment égales, ou des fois que Doohan a pu glisser en Q2 avant Gasly aussi. C'est des choses que, je pense que c'est une course que c'est arrivé. Mais il fallait juste une raison quelconque pour un peu mettre les choses à l'heure puis établir son sa main de fer sur l'équipe. Puis là, je parle de vraiment Flavio, là. Vraiment, était capable de faire une pierre deux coups avec le changement de pilote, du pilote qu'il a amené, mais il était quand même un manager aussi, supposément, de Jack Doohan. Il est complètement éclaté comme décision dans une journée d'avoir tout ça. On a vraiment un méchant revirement. Et tout ça pour dire, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus politiquement chargé comme décision que c'est vraiment concret. Parce que sur papier, Doohan, oui, ça c'était pas super beau, mais je pense pas qu'il y avait un manque de pace. C'est juste il surcompensait, faisait trop d'erreurs, essayer de se prouver. Et ça l'a vraiment coûté, en fait. S'il y avait eu moins de pression, d'après moi, il aurait pu être un peu plus sur ses affaires. Puis je suis bien conscient que c'est probablement comme ça, mais il a fait trop d'erreurs sur papier. Ça, c'est sûr. Je l'admets.
En gros, le rythme, si je comprends bien, le rythme, il est pas à l'extérieur du stade. Présentement, il est dans le stade, à peu près de ce que tu t'attendais. Donc, présentement, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc, on a un peu profité de la situation, le fait qu'il y a eu un accrochage au départ pour dire, OK, on va saisir notre opportunité puis on va le remplacer. Euh, Ouais. Là, on y va avec une tentative de 5 grands prix pour Colapinto. Un peu ce qu'on avait fait avec lui. Lui, il en a eu 6 puisqu'il avait commencé du côté de Abu Dhabi la saison dernière. Donc, 5 grands prix, c'est le chiffre magique qu'on a, ouais, qu'on n'arrête pas de dire, c'est ce qu'on donne. Finalement, on en a donné 6 cette année. Il y avait eu les commentaires d'Oliver Oaks qui allaient dans le sens qu'on allait poursuivre l'aventure. Ça, on va en venir dans quelques instants parce que je veux vraiment les traiter comme 2 dossiers séparés. Mais je vais aller avec toi, François. Le fait de renlever Doohan, puis de dire tu vas peut-être revenir dans 5 courses, puisqu'on va faire une tentative avec Colapinto. Dans le fond, on va retenter la même échantillon qu'on a eu avec lui, mais là, on va le faire du côté. Transbahuter des pilotes comme ça, d'un côté puis de l'autre. Je comprends pas pourquoi tu ris. Ah, Seigneur. Transbahuter des pilotes comme ça d'un côté puis de l'autre. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est une manière de faire que tu approuves, toi? Ben, c'est quelque chose. Approuver, oui, si la raison est bonne. On reviendra sur le transbahutage après, mais c'est vrai que, comme Jean-Christophe l'a dit, c'est un peu court comme échantillon pour justement juger un peu de Jack Doohan. En contrepartie, on n'est pas scotché. On le savait depuis le début de l'année qu'il avait un siège éjectable. La pression était là. Engagé Colapinto. On se rappelle qu'il y avait, je pense que c'était Hirakawa, le nom d'un des autres pilotes de réserve alpine. Il y a Paul Aaron aussi. Donc, il y avait énormément de pilotes de réserve alpine qui faisaient la file, en fait, pour prendre ce baquet-là. Évidemment, Colapinto étant le favori parce que lui, il a fait quand même ses preuves l'année dernière. Et l'argent qu'il apporte, toute la politique derrière ça, comme ça a été évoqué. Donc, moi, j'aurais donné peut-être un échantillonnage un peu plus long à Jack Doohan. Là, maintenant, d'avoir Colapinto pour un 5 courses, ça, je l'ai pas vu venir, le 5 courses en question. Je me suis dit, si on enlève Doohan, fort probablement que Colapinto va rester. Mais en même temps, Colapinto, lui, en fin de saison, l'année dernière, ben, quand la pression est un peu plus souple, comme pour vraiment se solidifier sur la grille, il a commencé à faire un peu plus d'erreurs, a coûté quand même beaucoup d'argent, je pense au-dessus de 3 millions en termes de dégâts de monoplace là, avec ses accidents multiples. Donc peut-être, tu sais, Colapinto va avoir un peu la même probation et la même pression que Jack Doohan avec cet échantillonnage raccourci là, de course qu'il a à faire. Et qui sait après ce qu'on va voir dans le baquet? Ben, probablement Paul Aaron, qui est très rapide apparemment là, en test, parce que je pense que Hirakawa a été cédé à Haas là, vu qu'ils sont soutenus par Toyota puis que c'est un pilote japonais. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. Fait qu'en gros, ce transbahutage de pilotes-là, euh, un peu agressif, ben, je suis pas tout à fait pour. Je pense que je laisserai un petit peu plus de temps, surtout pour une recrue, pour se prouver. Mais en même temps, je suis pas surpris. De ton côté, Kevin Fontaine, si je te demande, est-ce que Alpine a un meilleur duo de pilotes présentement avec le duo Colapinto-Gasly qu'on avait pas plus tard que le week-end dernier à Miami avec Doohan et Gasly? Je te dirais que du côté de l'expérience, un peu oui, parce que Colapinto, intrinsèquement, il est plus rapide que Doohan, du moins avec l'échantillon qu'on a vu en 2024. Donc, c'est une nouvelle chance pour lui de se faire valoir en Formule 1, mais il va falloir éviter les murs parce que il a beau être rapide, Franco Colapinto, sa fin de saison n'a pas été optimale avec des accidents coûteux, comme François l'a dit, pour l'écurie Williams l'année passée. Donc, on l'attend pour Imola. Je crois personnellement qu'il va faire mieux que Doohan, mais attention aux accidents. C'est surtout ça que je dis dans son cas à Colapinto. Je crois qu'il va être plus proche de Pierre Gasly que de Jack Doohan, par exemple. Ouais. 3 436 000 pardon, en dommages. Donc, tu n'étais pas loin, François. Il manquait 436 000 donc à peine un radiateur, sa facture, pour atteindre ce montant-là. Exact. Mais quand même, on voit qu'il a coûté cher. On se protège du côté d'Alpine, on y croit. On veut l'argent des commanditaires, mais on veut pas non plus se commettre à long terme. Moi, je suis d'accord avec toi, Kevin, que c'est un meilleur duo, que la Pinto est plus rapide, plus de rythme. Expérience, ben, on s'entend que c'est très, très près. Mhm. Puis, conversation que j'avais aujourd'hui avec notre bon ami Jean-Christophe, qui est avec nous aujourd'hui, on jasait de ça. Puis, Jean-Christophe, sans trop
Ça a sorti comme ça. Il a dit, ah, Colapinto, avec toute la vague de talent qui est arrivée en F1, il faut qu'il fasse attention de ne pas avoir perdu sa place. Puis là, c'est tout de suite, j'ai allumé. J'ai dit, c'est intéressant ce que tu dis là. Je me demande, avec François puis Kevin, ils pensent quoi, eux autres, dans sa hiérarchie? Il est rendu où, Colapinto? Puis j'avais le goût de faire l'étude là, rapidement avec vous, là, si on choisit là, juste oui ou non. Ou, tu sais, je pense que faire le choix Colapinto ou Antonelli, je vous poserai même pas la question, c'est tout que c'est Antonelli devant Colapinto. Mais si on y va, mettons, Adjar ou Franco Colapinto, tu prends qui, toi, de ton côté, François? Oh mon Dieu, ben, encore une fois, l'échantillonnage est bas, mais avec ce que Adjar nous montre en ce moment, je miserais Adjar. Ton côté, Kevin, t'es-tu Adjar aussi? Légèrement, Isaac Hadjar, ouais. Légèrement. Ah, quand même, je n'aurais pas pensé que c'était sérieux. Puis Jean-Christophe, je sais ta réponse, tu me dis Adjar. OK. Ah, Jean-Christophe, tu avais choisi Adjar, hein? Est-ce qu'on aurait perdu Jean-Christophe? Ça me Ah, semblait. je crois qu'il a mis son micro sur mute, Ah, ben oui. Jean-Christophe. Oh, Ah, le coquin, ça a le cliqué. coquin. Moi, j'ai Fait pas Donc, qu'on- ça, j'ai mis dans ma poche. Je suis désolé, les gars. Donc oui, c'est drôle, on a toute la même la même réponse parce qu'on n'a même pas parlé. Donc c'est ça que je trouvais cocasse. Puis ouais, moi aussi c'était à genre bon, je trouve pas comme Kevin pas perd beaucoup là. Colapito a quand même été impressionnant l'année passée, mais ouais, à genre. fait que quand même, on voit que dans la hiérarchie, malgré son expérience, il se trouve quand même derrière Anthony, ça c'est sûr, derrière Adjar. Puis là, si on arrive, mettons, à Kevin Bortoletto, est-ce que tu le places devant Bortoletto? Euh, Pas beaucoup. C'est difficile de voir l'échantillonnage de Bortoleto, surtout en F2, qu'on a Hmm. vu que Colapinto n'a pas fait la saison complète par rapport à Bortoleto, mais il s'est pas si mal débrouillé que ça. On a vu des beaux flashs. Je disais, personnellement, à titre très personnel, je le mettrais à peu près au même niveau que Bortoleto. OK. Fait pour toi, il est devant Berman ou il est derrière Berman? Berman, je te dirais peut-être similaire. Berman, Colapinto. Si je veux un ordre, Berman, Colapinto et Bortoleto. Comme ça. OK. Puis là, je vais te prendre par les sentiments, parce que je sais que tu l'aimes bien. Lawson ou Colapinto? Ah, c'est mon pauvre Liam. Mon pauvre Liam. Il va me jouer une chanson. Mais non, je trouve que Liam Lawson a perdu un peu avec la confiance là, dernièrement. Donc, il a descendu un petit peu, Descendu. malheureusement. OK, mais quand même, on voit que même s'il n'a pas piloté, il a quand même bien gardé sa hiérarchie. Fait que je Mhm. comprends, Jean-Christophe, ce qui m'emmenait comme point, c'est vrai que on le voit avec certains pilotes, lorsque tu es mis sur les lignes de côté, on t'oublie vite quand même que tu sais, je trouve ça quand même pas pire que Kevin le garde encore dans une bonne estime, le garde égal à certains pilotes. Ça va être intéressant de le voir dans ses premières courses. Moi, je l'aime bien, pas juste à cause de son nom, là. Je trouve que c'est un pilote qui a bien montré aussi en course, si vous vous rappelez, là, du roue contre roue, il a quand même bien fait. C'est sûr qu'il y a eu des moments où on dit là, faut faire attention au mur, ça fait partie de la jeunesse. Il va falloir qu'il fasse vraiment attention à ça parce que c'est vraiment le gros défaut parce que pour le reste, en frais de rythme, en frais d'apprentissage, en frais de défendre des positions, il est intéressant sur un circuit quand même, Franco Colapinto. L'autre partie du gros dossier par rapport à tout ça, c'est celui d'Oliver Oaks qui décide de quitter. Moi, j'étais un peu déçu. Je trouve que il a emmené quand même une belle dimension à Alpine. 37 ans. C'est le propriétaire de Hightech GP, aussi un des propriétaires. Donc, c'est un gars qui a roulé quand même sa bosse malgré son âge, a monté les échelons. Je trouve qu'il y a un beau parcours, Oliver Oaks, puis c'était des bons débuts, là, un bon début qu'il faisait là-bas. Ce qui a un peu gâché les plans, c'est que lui est arrivé, il accepte le poste. Finalement, Flavio arrive là. Il est ami avec le PDG de l'entreprise, Luca De Meo. Donc, tout ça, c'est venu un peu, d'après moi, gâcher le parcours qu'Oliver Oaks pensait avoir chez Alpine. Il décide de claquer la porte. Il avait aussi, ce qu'il faut garder dans la considération aussi, c'est que 2 semaines avant au Grand Prix d'Arabie Saoudite, il avait dit que Doohan allait conserver son poste au moins pour l'été, qu'on allait poursuivre l'échantillon. Finalement, on entend dans les rumeurs version complètement contraire, comme quoi que il se rendrait probablement même pas à Imola, puis qu'on est comment ça. Donc, le directeur dit quelque chose, puis clairement, il y a une force qui vient d'ailleurs dans l'écurie qui exprime une version contraire. Lorsque tu es directeur, moi personnellement, c'est pas un poste que je voudrais avoir si les décisions ne viennent pas de moi. C'est moi qui mets sa tête sa bûche, c'est ma carrière qui est en jeu, mais on me laisse pas prendre des décisions aussi importantes que on a seulement 2 voitures, on a seulement 2 baquets pour le dire ainsi. Et à ce moment-là, c'est pas lui qui décide qui qu'on met dedans. Ça, je trouve que ça tient pas la route, ça devrait pas fonctionner comme ça. Kevin, avant que je continue avec tout ce qui se passe d'Oliver Oaks, parce qu'au début, on pensait
ce qu'on croyait qui était possiblement une chicane de simplement choisir les pilotes dans les bons sièges, c'est plus loin que ça, là. Il y a d'autres informations qui sont tombées aujourd'hui. Puis avant que je me lance là-dessus, tu peux t'expliquer aux personnes qui ne le connaîtraient pas, Flavio Briatore qui va occuper maintenant le poste de directeur chez Alpine, c'est qui ce personnage-là? Parce que c'en est un personnage, c'est pas une personne qui passe inaperçue. Non, effectivement. Ben, Flavio Briatore, 75 ans, qui est à la tête du projet maintenant. Bon, qui est Flavio Briatore pour ceux qui le connaissent pas ou peu? Ben, Briatore, c'est un ancien directeur des écuries Renault et Benetton en F1 par le passé. Donc, il a réussi à faire gagner Benetton, une voiture gagnante avec Michael Schumacher, 1994-1995, tout comme Fernando Alonso chez Renault, 2005-2006. Flavio Briatore, ben, c'est du leadership fort, parfois qui est discutable, mais c'est aussi un personnage qui est controversé, notamment avec le Grand Prix de Singapour 2008, là, avec le fameux Crashgate, où il a été reconnu coupable de tricherie, alors qu'il avait demandé à son pilote Nelson Piquet Jr. de s'accidenter volontairement pour faire gagner son coéquipier Fernando Alonso. Donc, c'est un pilote, c'est pas un pilote, c'est un monsieur, Flavio Briatore, c'est un monsieur qui a une très forte personnalité, très, très présent dans le paddock quand il est là. On le sait qu'il est là. C'est une très, très grande personne. Et moi, je trouve qu'il peut apporter autant de bien à une écurie qu'il peut en causer du négatif. Donc, à peser la balance, le pour ou le contre, Pierre Gasly a dit qu'il faisait quand même relativement un bon travail, qu'il essayait de remettre Alpine sur les roues. Donc, ça, pour ça, tant mieux. Mais faire attention parce que par le passé, Flavio a connu ces petits moments de problématiques, si je peux dire. Il est très excentrique. Oui. 75 ans, il va être directeur d'écurie. Euh, Moi, je pensais pas qu'il voudrait retourner dans ce rôle-là, mais souvent, on l'a déjà vu dans d'autres sports. Il y en a qui ils prennent des postes de direction, finalement, c'est plus fort qu'eux de retourner sur le terrain, d'aller derrière un banc ou justement derrière un mur ou d'un mur des puits pour diriger. Donc, de revoir Flavio Briatore qui ramène. Aussi, version séjour, pour les gens que ça intéresse. Il a déjà été marié avec Heidi Klum, la mannequin, qui est Mhm. aussi la juge du talent à revendre d'America's Got Talent. Donc, des fois, on ne sait pas ça de Flavio Briatore. Il a d'ailleurs une fille avec la top modèle Heidi Klum. Donc, ça pour dire, là, on s'attendait à chicane de direction, quel pilote qu'on choisit. C'est le premier réflexe qu'on a eu. Tout le monde a pensé la même affaire, puis avec raison. Parce que on revient aux commentaires de Lever Oaks qui allait dans un autre sens. Finalement, aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu une arrestation la saison dernière, la Saison semaine passée. dernière. Puis, c'est le frère d'Oliver Oaks qui a été arrêté, son frère William. Et selon un porte-parole de la police dans le secteur de Silverstone, c'est qu'il aurait procédé à un transfert de matériel criminel, on ne sait pas c'est quoi exactement. Puis on l'a attrapé en possession avec beaucoup d'argent, donc des grosses sommes d'argent. Tout ça, la transaction, tout ça, tous les détails ne sont pas encore connus, sauf qu'on a porté des accusations envers lui. Est-ce que la démission de Hawks quelques jours plus tard a un lien avec l'arrestation de son frère? C'est sûr que autant qu'on fait des liens avec le choix du pilote, c'est facile de faire des liens avec ça aussi. Le fait que les deux sont des associés dans le groupe Hightech GP, comme je disais tantôt, c'est une écurie de Formule 2, de Formule 3. Donc, lorsque un de tes actionnaires de ton entreprise se fait prendre à faire des gestes criminels et il y a une arrestation envers lui, des accusations qui sont portées, ben, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut venir faire brasser la barque un petit peu, là. Il peut se passer d'autres choses. François, tu as vu ça comment, cette situation-là? Je sais que c'est vraiment, on regarde ça de très, très loin, là. Ça sort au compte-gouttes les détails dans ce dossier-là, puis ça n'a pas fini de faire jaser. Ça va continuer d'évoluer probablement d'heure en heure ou de semaine en semaine. Mais est-ce que tu penses encore que c'est simplement un problème de divergence d'opinion pour les pilotes ou il y a quelque chose de plus gros que ça qui se trame? Ben, en fait, j'ai aucune information qui pourrait, au moment où on enregistre ça, là, qui pourrait me dire qu'il y a un lien entre ces deux événements. C'est sûr qu'ils sont tellement rapprochés qu'on n'a pas le choix quand même de l'avoir un peu dans le subconscient que les deux événements peuvent être liés. Par contre, il y a quand même tellement d'éléments marquant à l'écurie alpine que vous avez nommé, donc Flavio Briatore qui prend énormément de décisions et Oliver Rose qui est obligé de cautionner ces décisions-là, de les défendre parfois même s'il n'est peut-être pas d'accord, de dire qu'un pilote va rester jusqu'à l'été, finalement il n'est plus là, tu sais, donc ça se peut très bien que cet événement-là avec son frère n'ait rien à voir avec sa démission.
Peut-être aussi qu'il y a un lien. Je pense vraiment, ça, le temps nous le dira, mais c'est un terrain tellement glissant que là-dessus, tant et aussi longtemps que j'ai pas de preuves tangibles qu'il y a cause à effet là-dedans, je préfère pas relier ces événements-là et seulement me baser sur tout ce qui s'est passé à l'écurie alpine. L'écurie alpine, d'ailleurs, qui est, qui joue un peu la Red Bull de l'équipe administrative, si on veut, là, parce que je pense que c'est depuis le changement de marque, depuis que Renault est passé à Alpine et que Cyril Abiteboul est plus là, on a vu les gros bons de l'écurie changer, là, jouer une chaise musicale qu'on a rarement vue. Là. Il n'y a aucune stabilité dans cette écurie-là. C'est quand même curieux de voir ça. Est-ce qu'Oliver Oaks a juste débarqué aussi parce qu'il voyait que le bateau commençait à prendre l'eau et il veut pas justement salir son nom ou plutôt se défaire un peu sa réputation et pense que le gazon est un peu plus vert ailleurs? C'est peut-être le cas. Et peut-être aussi qu'il n'a pas été consulté ou qu'il n'a pas eu son mot à dire dans la décision pour Doohan puis qu'il n'a pas aimé ça parce que dans le passé, on sait que des gens, peut-être pas le même poste, mais Adrian Newey avait quitté Williams parce qu'il était censé faire la décision sur les pilotes et que Patrick Head et Frank Williams avaient décidé quand même d'engager un certain pilote sans en parler à Adrian Newey, ben, ça peut des fois causer des frustrations, ce type de comportement-là au sein d'une écurie qui va pousser à des départs. D'ailleurs, ce pilote-là était Jacques Villeneuve. Ah, ben, puis, étant, pour Hmm. être directeur, moi, comme je te dis, le rôle, je le voudrais pas si c'est pas moi qui prends des décisions. Exactement, mais on en vient à ça. Fait C'est que, ça. tu sais, Puis, Oliver Oak, c'est probablement parti parce qu'il était frustré de certaines choses qui se passaient au sein de l'équipe. Voilà. puis je m'en voudrais de pas préciser que selon un certain Pierre Goulet, on dit en Formule 1 le baquet musical et non la chaise musicale. Oh, d'accord. Pierre Goulet, d'accord, ben, je vais me rappeler de ce nom-là. D'après moi, d'après moi, il y a peut-être des liens entre Pierre Goulet et François Goulet. C'est un commentaire que j'ai lu sur la page Facebook, puis là, j'ai entendu la chaise musicale, donc je me suis dit, on va quand même laisser l'intervention de Pierre Goulet, puisque ça se prête bien à la situation C'est son présentement. genre de faire des jeux de mots comme ça. Exactement. Kevin, je sais que tu aimes ça, toi, parler de baquet, donc tu vois la situation un peu comment. Je sais que c'est un peu difficile là, de trop rentrer dans le sujet, mais est-ce que, sans écarter trop rapidement la situation de ce qui se passe avec le partenaire d'affaires et le frère de Oliver Oaks, est-ce que juste la situation chez Alpine de ne pas, un directeur qui choisit pas ce qui se passe avec ses pilotes, est-ce que pour toi c'est assez pour claquer la porte et aller faire autre chose? Écoute, on dirait qu'il y a toujours une histoire rocambolesque chez Alpine, hein? C'est incroyable de voir le nombre de départs qu'il y a eu dans cette écurie-là depuis qu'ils sont en Formule 1. Ben, écoute, C'est... j'ai envie de dire que la Oui, situation a quand même évolué parce que oui, oui. il y a quelques années, c'est qu'on avait oublié de mettre des pilotes sous contrat, puis ça a fait de la Ouais, chicane. Puis là, c'est le contraire, on en a trop mis sur contrat, puis il y a de la chicane. Mais je ouais. pense que quand tu regardes l'envers de la médaille, c'est déjà une amélioration dans leur camp, là. Ben, il y a déjà une amélioration, mais quand même, écoute, mais Martin, les départs, juste comme ça, dans la liste, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Oliver Oaks, ça vient d'arriver, Bruno Famin, Otmar Zafnauer, Hmm. Laurent Rossi, Pat Fry, Alan Perman, Matt Harmon, ça me dépasse. On dirait un roman savon. Ouais. C'est incroyable de voir à quel point cette écurie-là ne semble pas trouver son chemin à ce niveau-là. Écoute, j'ai nommé quand même pas mal de noms. Mais j'espère que l'écurie va se remettre sur les rails rapidement, de trouver une façon de faire, de vraiment de bien se positionner pour enfin arriver à se dire on a une stabilité et autant du côté du management que du côté des pilotes pour finalement réussir à obtenir des bons résultats et finalement être beaucoup plus stable et arriver à bien se démarquer sur la grille. Là, parler de se démarquer sur la grille. Il y a une écurie qui aimerait bien ça, se démarquer pour les bonnes raisons. On a un début de saison qui est pas éclatant du côté de Ferrari, pour ne pas dire Mm. décevant. Je pense que le bon terme, c'est décevant. Je voulais vous emmener, messieurs, là, on a fait des comparaisons avec Abu Dhabi, on regardait la fin de la saison dernière, et puis McLaren a gagné, dernier Grand Prix de la saison, avec la victoire de Lando Norris, et puis ça a coûté le championnat des constructeurs par 14 points à la Scuderia. Donc Ferrari était à 14 points de mettre la main sur le trophée des constructeurs, qui n'a pas été gagné depuis belle lurette par l'équipe italienne. Et là, maintenant, on regarde, après 6 courses, ils sont à 152 points de McLaren. C'est un écart là, qui s'est forgé là, dans un temps record lorsqu'on regarde ça. Là, ça fait penser à
à quel point Aston Martin était prêt en 2023 de Mercedes pour finalement se retrouver quasiment à 300 points la saison d'après, là. Je sais pas si on va en venir là, mais est-ce qu'il faut commencer à paniquer chez Ferrari? Parce que je sais que c'est des saisons de 24 courses, mais il y a 6 grands prix, puis comme je vous dis, on a passé de 14 points d'écart avec les leaders aux constructeurs à 152. François, t'en penses quoi de ça? Ah, bien, on avait parlé aussi l'autre jour que Ferrari était sur une si bonne lancée la saison dernière et compte tenu du fait qu'ils ont changé Complètement la voiture. c'est ça, ils ont Ouais. changé la voiture, ben je crois pas qu'ils soient allés dans la bonne direction à cet égard-là. Donc la performance est plus au rendez-vous ou elle est là dans une course sprint quand l'auto est trop basse. Donc moi je trouve que c'est ben la panique chez Ferrari, je paniquerais pas, hein, j'essaierais de garder mon sang-froid. Mais clairement, je crois pas qu'ils sont allés dans la bonne direction. Puis malheureusement, ils ont pris ce virage-là qu'ils vont devoir tenir cette route-là tout au long de l'année. Donc, c'est de tenter peut-être de sauver les meubles parce qu'à 152 points d'écart que tu as dit, je pense, Oui. c'est déjà un gros écart. La saison est jeune, on en convient, mais on a toujours bien Mercedes qui performe extrêmement bien, Max Verstappen qui fait des miracles avec la Red Bull, puis Ferrari est en quatrième position au championnat des constructeurs. Donc, non seulement ils sont loin de McLaren, mais ils sont pas tout seuls dans cette course-là. Donc, honnêtement, c'est sûr que pour Ferrari, ça sent la soupe chaude, mais encore une fois, est-ce qu'on ronge notre frein et on attend 2026 ou on met tous les pendules à l'heure? Seul le temps nous le dira. C'est un point important, là, tu mentionnais Red Bull. Ils sont pas très loin en avant de Ferrari, mais ils font ça à un pilote. Fait que Exactement. Puis quand Tsunoda va se mettre à faire des points, ça va devenir intéressant là, aussi pour Red Bull. Là. Puis en même temps, peut-être que Ferrari va se dire, ah ben un peu plus de temps sous Fleury l'année prochaine. Parce que pour l'instant, on a un duo à 100 quelques millions. C'est pas grave, ça penche pas dans le plafond budgétaire. Mais quand Mhm. tu regardes ça, tu dis le fameux duo Hamilton-Leclerc, on s'attendait sûrement pas à se faire Ah, battre par juste Max Verstappen. Je sais que la phrase n'est pas bien dite parce que juste Max Verstappen, c'est tout un pilote, mais quand même, tu dis un duo comme ça qui se retrouve en arrière dans les points d'un de Verstappen tout seul chez Red Bull, c'est complètement aberrant lorsqu'on met ça en situation. Je veux mhm. pas te t'achaler avec la situation, Jean-Christophe. Je sais que tu aimes bien Ferrari. C'est une équipe que tu Euh, apprécies, mais tu es toujours très, très juste dans tes commentaires. Comment tu trouves ça, ce début de saison-là? Puis ce que je viens de donner comme statistique, partir de 14 points à 152 points en 6 Grands Prix. ouais, exact. C'est encore plus révélateur, puis avec toutes les mauvaises raisons, hein, je veux dire. C'est dommage je m'attendais à plus d'artifice, à plus de juste une meilleure voiture à tous les égards. Et en plus du nouveau duo de pilote, tout le contenu marketing qu'ils ont fait là, pendant je sais pas combien de temps dans la saison morte pour être à 152 points des leaders. Ça fait ça fait pincer au cœur. Ça sera le début de saison qui aurait pu être Hamilton avec un des pires débuts de saison pour un nouveau pilote Ferrari depuis des belles lurettes. Et ça fait bizarre là, de voir encore une fois le pourquoi du comment. Est-ce ils n'ont pas de pace à la base sur rien. Ils sont toujours en train de travailler contre le vent, littéralement dans la soufflerie aussi probablement. Et c'est ça, j'espère que le remous qu'on entend en ce moment, c'est juste l'énergie qui va être en 2026 pour eux et pour les fans. Simplement. Ton côté, Kevin, Jean-Christophe, il a emmené le point, le momentum le fait d'emmener justement un septuple champion du monde comme Hamilton, de former un duo avec Leclerc, de refaire la voiture, d'avoir beaucoup, beaucoup d'appréhension pour la saison. Penses-tu qu'après 6 courses, on a raison de dire que tout ce momentum-là, le vent dans les voiles qu'on avait, c'est déjà essoufflé? Ben, écoute, moi, à titre personnel, je trouve que c'est une déception. Parce que quand tu termines P2 au championnat constructeur l'année d'avant, tu t'attends à ce que l'écurie puisse jouer les premiers rôles pour se battre avec McLaren, notamment. C'est dommage de voir la Scuderia aussi loin au chapitre des points par rapport à McLaren, même par rapport à Mercedes. Et ils pointent à 11 unités de Red Bull, quand même. Surtout avec un pilote, comme tu as mentionné, juste avec, principalement avec Verstappen. Donc, on avait des grandes attentes pour eux. Les pilotes sont déçus par la voiture. Leclerc soutire ce qu'il peut, mais on le sent que c'est un dur retour à la réalité, là. Miami, ça n'a pas été facile pour lui. Hamilton a encore du mal, notamment en qualification, où il se cherche en vitesse pure.
Et tu sais, pour mentionner, là, Williams est par moment plus rapide que Ferrari. Donc, ça démontre le chemin qu'il y a à faire pour l'écurie italienne afin de remonter la pente. Car moi, je te dirais que bien qu'il y ait deux pilotes de talent, on s'entend, c'est pas n'importe qui, Leclerc et Hamilton, le niveau de la monoplace n'est pas encore à point. Tu mentionnes le niveau de la monoplace. Nous autres, on est loin, là. On regarde ça, on essaie de tirer des conclusions, faire des analyses les plus précises possibles. Lorsque la voiture est basse et proche du sol, on a vu des résultats. On l'a vu Mm. en sprint. On l'a vu aussi dans la course après. Finalement, ils ont été disqualifiés. Ils ont gardé le résultat de la sprint, on l'a déjà assez dit. Lorsqu'on regarde la situation, après ça, on a fait des modifications sur notre simulateur. Donc, on est obligé, j'imagine, de monter la voiture dans le simulateur aussi parce que c'est bien beau d'aller chercher des résultats en simulation avec une certaine hauteur de caisse, mais si on ne peut pas le reproduire sur le circuit, ça ne vaut pas la peine de pratiquer comme ça. Ben, ça semble que, tu mentionnais pas au niveau, mais on va le prendre au vrai sens, là. On a fait une conception de voiture pour se promener près du sol. On a changé la suspension avant pour faire comme les autres. Finalement, on n'est pas capable de le faire sans user le fond plat et être disqualifié. Et là, c'est tout ça qu'on est en train de refaire. Mais pour une écurie comme Ferrari, qu'on est à la 2022, 2023, 2024, 2025, quatrième édition de la réglementation de l'effet de sol, qu'on ne comprend pas encore à quelle hauteur faire la conception d'une voiture. Je trouve pas que c'est un peu inacceptable, Kevin. Je trouve que c'est inacceptable de la part d'une écurie avec autant de renom, autant de prestige que Ferrari, qu'on n'est pas encore en mesure de réussir, je te dirais, d'aller chercher le point culminant de se battre par rapport à un championnat. On était proche l'année passée. Il en manquait pas gros, mais encore là, 14 il y a eu points. des erreurs. C'est ça. Il y a eu des erreurs. Et là, on s'est amélioré dans un secteur, notamment les arrêts au puits. On le voit, Ferrari, c'est bon du côté des arrêts au puits. Ça fonctionne bien. Mais c'est dans un autre format, il y a une autre problématique avec laquelle Ferrari a du mal. Et là, avec la conception de la voiture, on le voit, la voiture n'est pas optimale. On réussit pas à aller chercher de la performance. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il faut sacrifier 2020, 2025 pour après ça réussir à aller peut-être chercher le bon niveau pour être capable de bien performer en 2026. Mais encore là, est-ce qu'on va réussir à parvenir? Parce que Ferrari, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné le championnat constructeur, Martin. Ça fait depuis 2008. Donc, ça fait belle lurette là, qu'on on cherche, on cherche. Ça fait mal de dire ça, quand Ben, même. ça fait trois Mais fois qu'on utilise belle lurette dans cet épisode-là. Je dis, ça va. Ouais, c'est vrai. Je ne l'ai pas utilisé, moi. Non, Je vais pas le garder encore. pour Mais plus tard. là, mais je dis, ça pourrait quasiment être le titre de l'épisode. On va changer Mhm. entre deux courses pour belle lurette. belle lurette. Mais c'est ça. Donc, je trouve ça dommage pour Ferrari de pas être en mesure de réussir à aller chercher ces points de performance-là, en espérant pour eux que ça va réussir à finalement aboutir, là. Si c'est pas cette année, ben, on va souhaiter pour eux que ce soit 2026. Écoute, François, j'ai le goût de prendre un terme que tu connais en basketball. Hmm. On le connaît aussi en hockey. Et on se demande souvent dans des grosses équipes, là, comme le Canadien à Montréal, on entendait souvent ça. Est-ce que le Canadien peut se permettre de tanker? Mais j'ai le goût de te poser la même question pour Ferrari. Est-ce que Ferrari peut se permettre de tanker, l'expression pour dire être pas bon, finir un mauvais résultat puis obtenir plus de temps en soufflerie? Normalement, on le fait pour des choix au repêchage, mais en F1, c'est un autre Ouais. concept. Mais est-ce qu'une écurie de la trempe de Ferrari peut se permettre de faire ça? Non, ça serait vraiment comme. Ça serait entacher un peu la marque, hein, parce que Ferrari, ça a toujours été des bagarreurs, des gens très fiers. Quand tu es fier comme ça, et surtout quand tu as ce nombre de tifosi derrière toi, pas juste des tifosi, mais principalement les tifosi et tous les autres fans de Ferrari à travers la planète, Ferrari qui est l'écurie numéro un en termes d'émotion par rapport aux fans en Formule 1, on ne peut pas se permettre de baisser les bras et d'abandonner dans une saison de Formule 1, surtout quand on a un duo de pilotes aussi talentueux que Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Sur papier, là, au début de l'année, là, quand on disait c'est qui a le meilleur duo de pilotes, Ferrari, je crois, sortait grand gagnant, là, tu sais, pas Ouais, puis loin. Piastri Norris, Oh oui, mais c'est bon, Piastri Norris, mais sur ouais, papier, c'est pas Hamilton et Charles Leclerc, là. exactement, exactement. Je suis d'accord avec toi. Je me rappelle d'avoir posé la question, puis c'était une question qui était difficile parce que quand tu regardes la feuille de route d'un Leclerc,
et Mhm. Hamilton, on avait bien beau se projeter, mais tu avais quand même d'un côté t'as Lando Norris qui avait même pas qui avait 4 victoires Ben oui. en 7 saisons, puis tu avais Oscar Piastri qui était à 3 à 2 au début de saison. Fait que c'est sûr Mm. que non, non, je comprends. Écoute, il en reste beaucoup, là. Tu sais, on me dit on est positif, il y a 24 Grands Prix, mais il y a énormément de questions. Tu sais, moi, j'ai pas de doute de ce qu'on disait, le momentum est complètement parti. On n'a plus le vent dans les voiles. On cherche des motivations à certains endroits où on va être capable de les prendre. Ça va prendre quelque chose. Là, comme je dis, on retravaille la géométrie du plancher pour retravailler le concept de voiture avec une caisse plus haute, le niveau plus haut. Mais tout ça, là, disons que c'est des bâtons dans les roues qu'on n'avait pas besoin en début de saison. Puis là, c'est de voir à quel point on va être capable de survivre à travers tout ça. Parce que là, ça m'emmène à mon prochain sujet. Les conversations entre Lewis Hamilton, je te demandais, est-ce qu'on peut se permettre de passer des moments difficiles, mais est-ce qu'on peut survivre des moments difficiles avec Lewis Hamilton qui semble déjà en avoir ras-le-bol, là? C'est déjà une accumulation de chez Mercedes qui a apporté le chapeau, la marmite a débordé au cours du week-end, là. Puis ça, j'ai envie de savoir votre opinion là-dessus. Mais avant de vous lancer sur le sujet de Lewis Hamilton, permettez-moi de vous rappeler à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, que le F1 Podcast est une présentation de l'entreprise québécoise Des Cœurs Incorporés, les spécialistes dans le monde des escaliers, que ce soit pour la conception ou la vente de matériel. Si vous avez besoin de leur service à domicile, sachez que c'est de Laval à Tremblant. Ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Puis on a eu aussi l'ajout d'un nouveau commanditaire, et pas n'importe lequel, Label est des spécialistes de plus de 20 ans d'expérience dans l'aménagement paysager, mais simplement, là, on spécialise, là, on a des experts pour tailler les haies et s'occuper que les arbres soient sécuritaires. Donc, c'est le temps, là, la saison arrive, on veut accueillir de la famille, faire des barbecues, écouter des grands prix avec de la visite, ces choses-là. Après ça, on veut sortir dans la cour, profiter du barbecue ou la piscine. Il faut tout que ça soit beau. Ben ça, on fait affaire avec les experts de Label Est pour leur coordonner, juste se communiquer avec le F1 Podcast ou simplement voir sur notre page Facebook, là, dans cette publication de l'épisode, vous allez trouver les liens, que ce soit pour des cœurs ou pour Label Est. Lewis Hamilton, les torchons brûlent, j'avais le goût de dire ça. Il me semble que on a vu au cours de la fin de semaine, la pression a augmenté, pas la pression nécessairement sur les épaules de Lewis, mais peut-être la pression qu'il met sur les épaules de ceux qui sont autour de lui. Ça avance pas assez vite à son goût, du moins pas assez vite. Qui dit même le temps d'aller prendre, il dit même à son ingénieur d'aller prendre une tasse de thé. Donc, ce n'est pas le temps là, présentement pour personne d'aller prendre une tasse de thé puisqu'on va se pencher sur ce sujet-là. Comment t'as perçu ça de ton côté, Jean-Christophe, l'impatience de Lewis en fin de semaine? C'est le stress ou c'est simplement parce que ça avance pas assez vite à son goût autour de lui? C'est drôle, on a une tendance à, vu que c'est un nouveau contexte, peut-être assumer que on va faire la corrélation directe. Ah, c'est sûr que il doit être un peu dissatisfait de la manière que ça travaille chez Ferrari. Et ce serait pas nécessairement tort, mais à combien de reprises est-ce qu'on a entendu Lewis se plaindre quand ça va plutôt bien dans des courses avec Mercedes, avec Bono? Il me semble que c'était assez souvent, là, je veux dire, même dans le temps qu'il gagnait beaucoup et tout le temps. Toujours plus la tendance de se plaindre plutôt que de donner de l'information quand il y a une situation qui évolue en ce moment. Puis oui, c'est vrai que c'était comique, puis c'était c'était quand même drôle, là, je vais pas vous le mentir, là, quand il a demandé ça. Pendant qu'il prenait la décision s'il voulait prendre une tasse de café ou je sais pas quoi. Ben moi, Mais la meilleure, j'ai ouais, trouvé, puis c'est là que je trouve qu'il y a une différence, que c'est pas simplement, tu sais, normalement, Lewis est négatif, mais là, je l'ai trouvé, il était même sarcastique. Ça, ouais, c'est vrai. quand il a dit, tu sais, son ingénieur, il dit, t'as Sainz à quoi, 1,7 secondes, 1,4 secondes derrière toi, puis il répond, ah, mais tu le laisses passer lui aussi. Tu sais, on comprend que c'est pas constructif, là, c'est simplement quelqu'un qui est piqué au vif, qui est pas content. Ouais. Puis j'ai souvent pris la défense là, des pilotes qui parlent pas nécessairement de la meilleure façon à leurs ingénieurs. Ça me dérange pas. C'est des échanges musclés. Moi, ce que j'ai plus lu à travers de ça, c'est que la chimie entre lui et Ricardo Adami ne semble pas passer. Il n'a pas aimé le fait qu'on n'a pas été proactif chez Ferrari, qu'on n'a pas vu qu'en mettant les médiums sur la voiture de Lewis, il rejoindrait probablement Charles Leclerc. Il y a aussi le fait, Jean-Christophe, dis-moi si ça peut peser dans la balance, dans la frustration. Je l'ai demandé à Kevin lors de l'épisode de lundi. Lorsqu'il voulait dépasser Charles, on a pris trop de temps. Mais après ça, il n'a pas été capable de rejoindre Kimi Antonelli. Kimi Antonelli est dans la voiture que Lewis avait la saison dernière.
À quel point tu penses que ça peut être frustrant, ça, pour lui, de savoir qu'il a probablement non seulement pris la mauvaise décision, que l'autre pilote paraît bien déjà dans sa voiture et que lui, dans sa nouvelle monture qu'il a choisie parce qu'elle était supposément supérieure, c'est ce qu'il croyait, n'est pas capable de le rejoindre. Non, exact. C'est, d'après moi, plus un résultat du fait que c'est une décision quand tu viens le temps de changer les deux pilotes. Et ça, tu l'as fait maintenant ou tu l'as fait pas? Mm. Ils ont fait comme entre les deux, un peu mollasse. Puis je serais frustré, moi aussi. Là, ce 2,4 secondes-là, peut-être qu'il avait en pace pendant qu'il attendait derrière Charles à surchauffer ses pneus puis à rester à comme demi-seconde de lui, au cas s'il allait le laisser passer. Donc, combiné au fait que Lewis a tendance à se plaindre, plus il avait raison de se plaindre, je pense que le sarcasme, il vient pas mal de là. Oui, je comprends. De ton côté, Kevin, la situation, tu trouves ça comment? C'est du stress qui commence à avoir le dessus sur Lewis ou c'est simplement une période d'adaptation qui continue? Il y a toujours la période d'adaptation, mais pour Hamilton, je dirais que le torchon sent un peu le brûler, sans nécessairement qu'il soit en feu. Il y a des vapeurs. Il y a des vapeurs qui commencent à sortir. Il va pas. Moi, j'ai l'impression qu'on a un pilote qui s'attendait à se battre pour les victoires à la régulière et se battre pour le championnat des pilotes, vu ce qui s'est passé l'année dernière avec Ferrari. Mais malheureusement pour lui, il est loin du compte. Donc, pour moi, Lewis Hamilton, c'est un pilote qui semble irrité. C'est un pilote qui voit le temps de remporter un huitième titre joué contre lui. On voit aussi un pilote qui a énormément de mal en vitesse pure et qui peine à être au niveau de son coéquipier Charles Leclerc. Il commence à avoir de la frustration. Il l'a dit avec son ingénieur, Ricardo Adami, ça semble pas cliquer. Euh, et bien qu'il ne veut pas l'admettre, Lewis Hamilton, après ça, on le voit en entrevue. Ah non, c'est beau, c'est correct. C'est l'adrénaline, c'est sur le moment et tout. Mais on voit que dans la course, ça marche pas. Il y a un problème. On voit qu'Hamilton semble quand même déjà un peu écœuré de ce qui se passe en ce moment. Exactement. Puis c'est ça, c'est l'accumulation de tout ça qui se met en place. Il croyait que ses problèmes étaient vraiment tout réglés en allant simplement chez Ferrari. Je réalise mon rêve, je tombe sur une meilleure voiture, puis je vais pouvoir retourner à disputer les championnats. Finalement, c'est pas du tout ce qui se produit. Ton côté, François, je sais qu'on en avait parlé beaucoup, là, la période d'adaptation, les 5 grands prix. On dit, c'est pas n'importe qui, c'est Lewis Hamilton, c'est un septuple champion du monde. J'ai le goût d'aborder la façon, ce sujet-là d'une façon différente avec toi aujourd'hui. On s'en est pas parlé, peut-être que tu n'as pas eu le temps de regarder, mais je vais quand même t'inviter à le faire. C'est un petit moment au cours de la fin de semaine. Il y a une série qui est sortie sur Netflix, plutôt c'est un épisode qu'on a fait. C'est sur Kimi Antonelli. Ça s'appelle The Seat, ou sinon La monoplace, que quelqu'un me dit en français de mémoire. C'est intéressant, on voit justement que lorsque le baquet a été libéré chez Mercedes, puis on devait avoir un processus enclenché pour trouver un nouveau pilote, on voit tout ce qui s'est produit, là. Vraiment, c'était vraiment un processus qui s'enclenche, tout le monde commence à travailler. Ceux qui travaillent auprès de Kimi Antonelli ou qui recherchent des talents commencent à donner leurs recommandations, faire des évaluations, savoir si le jeune homme est prêt ou regarder de l'autre côté les Carlos Sainz et compagnie. Donc, tout ça, c'est intéressant. Qui a attiré mon attention, c'est la période d'adaptation que Antonelli devait faire. Lorsqu'on regarde justement un septuple champion du monde, Lewis nous dit c'est pas facile, nouvel ingénieur, nouveau moteur, nouveau frein, tout le tralala. Il y a juste la couleur qu'il n'a pas nommée là, de la Mhm. voiture qui causait problème. Donc tout ça, faut qu'il s'adapte. Du côté d'Antonelli, je regardais Bono, l'ingénieur qui travaillait avec lui pendant la saison morte, puis il disait ce qu'il faut apprendre, c'est monstre. C'est pas simplement la voiture, la F1, tout le rythme, toutes ces choses-là. Faut que je lui montre comment faire des arrêts au puits. Parce qu'Antonelli ne maîtrise pas ça. Il dit rentrer à 80 km/h lorsque les lignes du parking sont faites par des êtres humains que tu peux blesser avec ta voiture. Ça, c'est pas quelque chose qui est inné, là. Un jeune qui arrive de série régionale, qui a un peu d'F2, ne maîtrise pas ça de la même façon professionnelle, à quel point ça doit être exécuté. C'est vraiment une chorégraphie, un arrêt au puits. On voit souvent les mécanos, mais les pilotes aussi ont toute une responsabilité d'arrêter au bon endroit. Donc, il faut que je lui montre ça. Il faut que je lui montre les situations de voiture de sécurité. Juste ça. Fait que je veux pas tout vous dire ce qui se passe dans cette série-là, là. Mhm. Je veux pas en venir là. Juste aller voir ça, mais il met beaucoup de points que Antonelli doit maîtriser pour être fin prêt à une saison de Formule 1, en plus de gérer toutes les attentes, tous les effets côtés. Fait que ça venait rajouter un peu à ce qu'on disait que, tu sais, Lewis, oui, il y a sept types de champions d'expérience, il y a des affaires qu'il maîtrise déjà. Antonelli part de loin, a des meilleurs résultats. Toi, à quel point tu penses que ce qui se passe avec Antonelli, ça affecte le moral d'Hamilton? Ben,
Je ne sais pas à quel point Hamilton peut être affecté par ce qui se passe autour de lui, mais c'est drôle que tu parles de ça. On s'en est pas parlé, c'est vrai. Et non, je n'ai pas vu encore cette émission-là sur Antonelli, mais je pensais justement à ces deux pilotes-là. Parce qu'Antonelli, ils en ont parlé en fin de semaine. Fait une pole pour la sprint et a fait quoi? 70 tours en simulateur avant ça sur la voiture, est à son Exactement. cinquième Grand Prix, performe. Donc lui, non seulement doit s'adapter à une nouvelle voiture au même titre que Lewis Hamilton, mais est loin d'avoir l'expérience que Lewis Hamilton en F1, parce que tout ce que tu dis qu'il doit apprendre, les aéros, puis les voitures de sécurité, Hamilton a tout ça en banque, là. Je veux dire, C'est lui, des réflexes, là. c'est Ouais. ça, c'est encaissé depuis longtemps, cette information-là. Donc, ce qu'Antonelli a à apprendre est tellement plus vaste que ce qu'Hamilton peut devoir apprendre. Donc, tu sais, j'ai souvent changé mon fusil d'épaule durant la saison. Parce que, ah, OK, ouais, j'ai peut-être jugé un peu trop vite, là, finalement. Ah, mais crème, c'est des champions du monde, ils devraient s'adapter. Fait qu'on voit on voit que c'est très différent d'un individu à l'autre, puis que des fois, je trouve que l'adaptation a le dos large, si on veut. Donc, Hamilton, écoute, tu sais, j'ai souvent évoqué peut-être un problème de santé, une petite blessure, quelque chose. Quelqu'un m'a déjà dit, je pense qu'il a déjà été blessé au dos jadis. Moi, j'avais parlé de ça sans le savoir, mais peut-être qu'à un moment donné, il s'use plus vite que les autres, puis que ça vient le chercher. Écoute, sérieusement, côté Hamilton, je pense que, ouais, je vois le temps filer, un peu comme Kevin disait, là, la fenêtre d'opportunité est en train de fermer, puis peut-être qu'Hamilton se rend compte qu'il n'a pas fait le bon choix, parce qu'Hamilton, à date dans sa carrière, a toujours fait les bons choix. Quand il était avec McLaren, c'était une équipe gagnante, puis quand il a changé, ben, Mercedes est devenue une équipe gagnante. Puis il n'a jamais connu vraiment de disette dans sa carrière, mis à part peut-être les dernières années là, avec l'effet de sol, mais néanmoins, il a connu une belle carrière. Il n'a pas fait les choix à la Alonso, qui a toujours été au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc là, Hamilton se rend peut-être compte que ça sent la soupe chaude. Il y a quelques semaines de ça, voire quelques mois, peut-être que vous en rappelez pas, j'avais amené une question concernant Hamilton, concernant son passage chez Ferrari. Puis, un qui l'a pas oublié, cette question-là, c'est notre vaillant auditeur qui est là depuis le début, Marc-Antoine Garand, qui m'a écrit. Je serais curieux de voir les gars en pensent quoi aujourd'hui de la question que tu leur avais demandé. La question, c'était, est-ce que Lewis Hamilton joue gros en allant chez Ferrari? Dans le sens, si ça fonctionne pas bien, s'il n'y a pas des bons résultats, pas un bon départ, si le passage à Ferrari ne règle pas ses problèmes de qualification, ses problèmes qu'il avait d'être en position de compétitionner ou de battre son coéquipier, c'était le cas avec Russell. Tout ce qui était expliqué par probablement, ah, il a la tête à Ferrari, ah, Mercedes ne lui donne pas la bonne voiture, tu sais, toutes les idées qu'on n'a pas embarquées là-dedans, tout ça, on se disait, si ça fonctionne pas chez Ferrari, est-ce que ça affecte l'historique, l'aura autour de Lewis Hamilton? Puis vous avez tout dit non. Je pense pas. Puis Marc-Antoine, c'est bon qu'il emmène le point de dire aujourd'hui, là, avec ce que vous savez, est-ce que Lewis Hamilton fait mal à sa carrière, il fait mal à son aura? Je commence avec toi, Kevin, là-dessus. Euh, mm, Difficile à dire, mais je te dirais non dans une certaine mesure, un peu comme à l'image de Michael Schumacher qui n'a pas perdu son aura quand il était chez Mercedes à la fin de son dernier passage. Ça, oui, les statistiques ont fait mal à son histoire par rapport à ce qu'il a fait chez Ferrari, mais on va quand même se souvenir de Lewis Hamilton comme étant un septième champion du monde, mais qui, avec l'âge et peut-être un mauvais choix à ce moment-là, va faire en sorte que ça sera pas peut-être la fin de carrière rêvée, mais est-ce que ça va pas, je dirais pas détruire, mais est-ce que ça va nuire à l'image de Lewis Hamilton? Je pense pas tant que ça. C'est sûr que lui, il aurait aimé que ça se passe beaucoup mieux, c'est sûr et certain, mais non, je pense que c'est l'histoire de la vie et non, moi je pense pas. Non. À son image de meilleur de tous les temps. Tu sais, je veux dire, C'est son image de ouais, GOAT, là. ouais. Tu sais, je sais que toi, tu le considérais pas le GOAT. Fait que ça Mhm, change peut-être pas ton ouais. interprétation. Mais je veux dire, quelqu'un qui arriverait aujourd'hui et dirait, Hey, Kevin, t'as pas d'affaire à dire que Hamilton, c'est pas le GOAT. Est-ce que t'as pas plus d'arguments pour expliquer pourquoi il ne l'est pas avec sa saison qu'il connaît présentement ou ça change absolument rien? Ben, je veux dire, faut se fier à autre chose aussi.
Mhm. que le parcours, que les 7 championnats du monde aussi. Il faut voir le ratio de pourcentage de victoires en nombre de grands prix. Il faut voir Mais là, c'est ça qui est affecté présentement, là. aussi, Ouais. aussi, oui. Mais non, je veux dire, Hamilton est l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Puis je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je veux dire, je pense pas que ça va nuire tant à son histoire. Quand il va raccrocher ses gants, quand il va raccrocher son volant, on va regarder la carrière de Lewis Hamilton puis on va dire c'est réussi, même si à la fin, ben, il y a eu ces petits moments de découragement, là. Jean-Christophe, de ton côté, Michael, quand il est revenu, il avait pris une relâche. Tu sais, présentement, Hamilton, il n'y a pas eu de, Mm. excuse-moi, il n'y a pas eu de relâche. Tu sais, il a tout de suite été de Mercedes à Ferrari. Toi, pour toi, est-ce que ça change un peu la perspective de sa carrière, ce qu'il est en train de vivre présentement chez Ferrari, ou même si ça continue de mal aller, puis la pente descendante, là, il est exclu des top 10, là. Ben, il est exclu du top 10 en fin de semaine. Ça continue comme ça, ce qui fait mal à son héritage? Je vais garder la même réponse que j'ai eue à condition qu'il soit capable de profiter d'une relance de Ferrari, soit cette année s'ils sont chanceux ou l'année prochaine. OK. J'ai l'impression qu'il va vraiment essayer peut-être de finir sur la pente ascendante. Il est déjà correct et en paix d'après moi, même s'il n'y a pas son huitième championnat, au moins d'avoir fini avec Ferrari et en espérant bien finir sur une belle lancée. Non, pour moi, on est au début de la saison, pas en fin de saison. Il y aura plus de temps à compléter tout ça, mais c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment le comparer à Michael. Michael, lui, était 3 ans plus vieux quand il est revenu, je crois. Mhm. Il avait Chose de pris même. justement une pause de 2 3 ans. Il y avait quoi? C'est ça, il y avait 40, 41, 42. Non, il y avait, c'est ça, 1 ou 2 ans de plus. Oui, Il puis avait il a pris une arrêté, pause puis il est revenu dans une nouvelle génération de F1 aussi, là, de aussi. mémoire. Ouais, de mémoire, Exact, ouais, c'est ça. exact. C'est ça, c'est Ouais. ça. Il est arrivé dans l'époque des V8 avec le diffuseur explosé. Je sais pas comment ils l'ont dit en français. Le blown diffuser. Mhm. C'est cette ère de F1-là, mais Lewis n'a pas pris de pause, puis j'ai l'impression que c'est presque acceptance du fait qu'il est légèrement dépassé des fois. Il dit des fois en entrevue, puis ça en devient tellement cru que c'est déconcertant de voir un sept titres de champion du monde parler de, d'une manière aussi directe de comment est-ce qu'il trouve qu'il y a de la misère à aller chercher du rythme, puis il blâmera jamais la voiture. Il va toujours se blâmer lui-même parce qu'il y a toujours son accord avec Charles Leclerc qui, par moment, des fois, est similaire à ce qu'il y avait et pire que Joe Russell l'année passée. Là, on n'a pas les raisons, les excuses pour justement ben, il doit peut-être pas avoir tout, comme tu disais tantôt, toutes les informations, il doit se faire. En tout cas, La il y a tête plus ça. ailleurs, ouais. Exact, non, c'est ça, là, il n'y a plus d'excuses. Fait que on va le revoir, le Lewis d'antan, une fois de temps en temps, quand la voiture va bien, un peu comme ce qu'il y a eu l'année passée avec Silverstone chez Mercedes, à Silverstone chez Mercedes. Mhm, des flashs, là. Mais, Ouais. exact. Mais non, c'est ça. Comme j'ai dit à l'époque, on ne retrouvera plus jamais le Lewis. On va juste avoir toute l'expérience, moins un petit peu du rythme effréné qu'il avait comme quand il était jeune. Ouais. Avant d'aller à François, parce que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il en pense aussi, je vais juste balancer un peu les choses parce que moi, de mon côté, j'avais apporté cette question-là, puis je pense qu'il jouait gros. Je pense que ça enlève pas les statistiques. Tu sais, j'avais dit à l'époque, ça effacera pas ses victoires, ça efface pas ses championnats. Ça va juste soulever des questions sur le comment, sur le fait que il y avait tellement une bonne voiture à l'époque chez Mercedes, il faut quand même remporter des victoires, faire des pôles, toutes ces choses-là, ça se fait pas tout seul. Sauf que est-ce qu'il peut aider à relancer une écurie comme Ferrari? Est-ce qu'il peut arriver puis aider au développement d'une voiture? Moi, je pense pas. Je pense que Lewis est pas quelqu'un qui développe une voiture. Michael, justement, était chez Mercedes avant qu'il arrive. Ça avait aidé. Il est arrivé chez McLaren aussi. Il y avait un certain ingénieux. C'était une bonne voiture aussi, la McLaren, lorsqu'il s'est assis dedans. Il n'y a pas eu un passage avec une écurie de développement. Donc, trouver des solutions sur des voitures moins compétitives, il n'a pas nécessairement eu à faire ça dans sa carrière. Tous les moments difficiles qu'il a traversés avec une écurie, il s'est jamais vraiment relevé. Passage à vide chez McLaren, McLaren commence juste à se relever. Donc, Lewis n'avait pas réussi à leur trouver des solutions. Même chose chez Mercedes, arrive, on est compétitif, passage à vide avec l'effet de sol, on n'a pas réussi à se relever avec Lewis Hamilton. Donc, comment on va réussir à se relever du côté de Ferrari avec Lewis? On est mieux de diriger notre attention ailleurs parce que c'est pas nécessairement lui qui va arriver. Il va arriver avec les critiques, mais il n'arrivera pas nécessairement avec les solutions. Donc, tout ça, là, jusqu'à où ça affectera pas
son passage. Parce que je pense, François, tu es d'accord avec les gars que ça affecte pas tout ce qu'il a accompli puis toutes ces choses-là. Mais je veux dire, jusqu'à où tu vas tolérer avant que tu trouves que ça commence à être malaisant pour sa carrière? Comme là, j'avais dit dernièrement, là, présentement, quand il rate une qualification, les autres s'améliorent derrière lui. Ben là, il est exclu du top 5, 7, 8. Puis là, j'ai dit, il est tellement proche que si Williams fait mieux, il va se retrouver à l'extérieur du top 10. Puis pendant ça, là, tu as des pilotes comme Adjar qui s'améliorent, commencent à comprendre comment ça fonctionne. Lui aussi est compétitif. Et tu as des pilotes qui sont même pas dans des écuries qui devraient être une compétition Ferrari qui passent devant lui. Jusqu'à où tu tolères ça? Il était 12e en fin de semaine, François. Ben, c'est très dur à encaisser ce qui se passe là si on apprécie la carrière de Lewis Hamilton. Moi, je pense que ce passage-là à Ferrari, c'est sûr que ça va lui faire mal, mais je pense à court terme. Parce que si ça va mal chez Ferrari et qu'il termine sa carrière sur cette disette-là, à court terme, c'est le souvenir qu'on va avoir de Lewis Hamilton parce que c'est le souvenir le plus récent. Mais à force que les années vont passer, je pense qu'on va oublier ça. Puis là, on va un peu plus focuser sur l'ensemble de l'œuvre et ceux qui ont peut-être moins adhéré à la F1 à l'époque où on est en ce moment et qui adhèrent plus tard, eux autres n'auront peut-être pas connu justement cette disette-là. On va faire Ah, wow, Lewis Hamilton, j'ai entendu parler, oui, super, super, c'est tube champion, etc. X nombre de victoires sur papier, des records, des records et des records. Donc, euh, c'est l'opinion que j'ai en ce moment. Je pense qu'on respecte toujours plus un joueur de concession qui termine sa carrière dans son équipe, même si son équipe ne performe plus au même niveau. Tu sais, là, on parlait des fois je fais une parenthèse avec le hockey, on parle des fois de Sidney Crosby qui finirait peut-être sa carrière ailleurs. Il parlait peut-être de Montréal, je pense, l'autre fois. Oui, et ça va être bien pour sa carrière s'il a du succès. Un peu à la Raymond Bourque qui est allé gagner une Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado, parce qu'il a toujours été à Boston. Donc, pareil en course automobile, je pense que les pilotes qui restent dans leur écurie, bon an, mal an, vont peut-être plus inspirer le respect. Puis quand vous parlez de Schumacher, moi, honnêtement, là, Schumacher, j'ai toujours vu sa carrière comme étant un ensemble et son retour avec Mercedes comme étant comme vraiment quelque chose d'à part de sa carrière. Même que Schumacher, tu sais, je l'aimais moins comme pilote à cause de son attitude en piste. Tu sais, je l'ai aimé dans le temps de Benetton, je l'ai détesté dans le temps de Ferrari et de Jacques Villeneuve. Et là, quand il a terminé sa carrière et quand il est revenu pour Mercedes, j'étais content de le voir là. J'avais fait la paix avec Schumacher, puis j'étais comme, ah, il est rendu plus âgé, peut-être plus sage, il vient aider à un projet. Donc, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de séparé. Et pour moi, je ne l'ai jamais vraiment associé. Et en même temps, Leto n'était pas tip-top, là, Non, puis de était où est-ce qu'il l'a raisonnable. emmené? C'est C'est ça, ça. moi, je trouve que Ouais. son héritage chez Mercedes, il est à un point positif parce que Mhm. avec le succès que Mercedes a eu après, on le sait, normalement, Michael, c'était quoi? C'est 5 ans que ça y a pris chez Ferrari pour préparer l'écurie avant Ah, que c'était long, là. c'est Et ça. il y a eu des années de vache maigre, si on veut, là. Ben, c'est sûr qu'il Puis a passé proche quelques fois, mais pareil, ça a été très long avant les premiers championnats. Fallait y tu croire. regardes Mercedes, c'est à peu près la même fenêtre qu'on a eue. Il n'a pas été là Mhm. pendant 5 ans à la développer, mais ça a quand même pris de 2010 à aller jusqu'à 2014, je pense, le premier championnat avec Lewis. Ouais. Donc, 2004, ouais, c'est 2004. Fait en gros, ce que ça donne, à ce moment-là, mais tu vois que la fenêtre d'opportunité, la fenêtre de développement de Michael, que lui était là au départ, a probablement enclenché un processus qui a mené à terme encore là. Fait que pour moi, son héritage chez Mercedes, c'est pas venu gâcher ce qu'il avait construit avant. Je trouve qu'il y a du Non, positif à en pas du tout. tirer. Pas C'est du tout. ça. Écoute, tu sais, c'est pas fini. J'ai l'impression qu'on va en parler en long et en large, Lewis Hamilton. Je trouvais que c'était une super bonne question de Marc-Antoine de voir si la perspective avait changé. Clairement, non. Est-ce que ça va changer à un certain moment? Je pense pas. Je pense à ce point-là, vous êtes d'accord que tout ce qui est accompli, on va traiter ça sur un ensemble au complet. Moi, je pense que les statistiques en prennent un coup, puis malheureusement, il faut qu'on trouve une manière. Des fois, ces athlètes-là veulent profiter de se retirer sur un bon moment plutôt que se retirer sur une pente descendante pour justement qu'on ait des bons souvenirs. Comme tu dis, ça va peut-être prendre quelques années pour qu'on oublie la fin de carrière, qu'on retourne dans le positif. Parlant de fin de carrière, ben, le président de la FIA, lui, va pas mal à ses derniers termes lorsqu'on regarde tous les communiqués qui sortent dans ce sens-là. Pendant ce Ouais. temps-là, il fait des drôles de déclarations. Une des déclarations qu'il a dit, ça m'a surpris un peu, euh, parler d'enlever le plafond budgétaire en Formule 1. Là, Ah. on partez pas là, en peur, là. Il dit un peu n'importe quoi des fois, là, mais quand même, que le patron de la FIA lève ça en l'air, puis il dit, ah, c'est un paquet de troubles pour nous autres, parce qu'on le sait, ils sont mal organisés pour gérer toutes les dépenses, toutes les petites lignes de dépenses de toutes les écuries. Mais juste rapidement, parce que j'ai un autre sujet avant qu'on termine ça, puis
Pascal Loyer-Durand, là, à la fin de l'épisode, qui était à Miami. Vous savez, notre collaborateur signaleur va être là. Donc, je l'ai eu en entrevue en début de semaine. Donc, il va venir nous raconter comment ça se passait à Miami. Manquez pas ça, c'est à la fin de l'épisode. Donc, ça pour dire, pour ou contre le plafond budgétaire en Formule 1 pour toi, François? Moi, je suis pour parce que on voit que ça amène une certaine parité là, depuis que ça a été adopté. Mhm. J'adopterais peut-être quelques petites. Je changerais quelques petites choses. Je pense qu'on avait déjà jasé, je ne sais pas si c'était hors podcast ou dans le podcast, que j'attribuerais quand même une zone tampon pour les bris. Parce qu'une équipe qui casse beaucoup de voitures, ben, voit son budget vraiment touché, affecté par ça. Donc, moi, je pense que mettons, je pourrais mettre un plafond budgétaire, exemple, 200 millions, mais qu'il y aurait un 200, tu sais, un 10 millions qui ne fait pas partie du plafond budgétaire alloué à la casse. Et si tu dépasses, exemple, ce montant-là, ben là, tu vas le prendre dans ton Ouais. budget de saison. On parlait même de Euh, refiler la facture à l'écurie qui brise aussi. Tu sais. oui, Ouais. ça aussi, Ouais. là. Donc, mais moi, je suis pas parce que, tu sais, ça aide des équipes plus petites, moins fortunées à être sur un pied d'égalité parce qu'on se rappelle les montants dépensés par des Mercedes, des Ferrari, des Red Bull. Ça n'a juste aucun sens. Donc, moi, je crois que le plafond budgétaire est une bonne chose. Suffit seulement de le faire de la bonne façon. Kevin, t'es pour ou contre, toi, le plafond budgétaire? Au début, je te dirais, Martin, que j'étais pas pour, j'étais un peu contre, parce que ben, on fallait développer ça, fallait voir à quoi qu'est-ce que ça allait donner. Mais plus ça avançait avec le temps, plus je me suis dit, OK, je pense qu'on a matière, on a trouvé quelque chose. Et finalement, ben, on a vu le rapprochement des voitures, on a vu à quel point le plateau s'est resserré, on a vu à quel point les écarts sont infimes en ce moment, à quel point on a des belles batailles et tout. Donc, moi, je te dirais que pour le moment, en date d'aujourd'hui, je suis pour. Jean-Christophe? Euh, ouais, Ouais. c'est vrai. C'est avec le manager qu'on a en ce moment, ils n'ont pas les effectifs pour régler le problème qu'ils ont créé. Donc, ça ferait plus de sens, selon moi, de ne pas en avoir. Mais là, on rentre pas Ah, encore plus élitiste, mais donc, pour t'es contre. Mohamed Ben Sayem, là, Ouais. Fait que toi, pour t'es contre le plafond budgétaire. Tout pour l'instant, oui, exact. toi, Oui, tu exact. l'enlèverais. Si on serait capable d'avoir un autre chef de la FIA qui serait capable d'organiser une structure qui est plus bénéfique avec un plafond, oui. Mais en ce moment, pas que le management de Ben Sulayem. OK, je comprends. Fait qu'en gros, t'es pour le plafond, mais t'aimerais ça qu'il soit mieux géré. Exact. OK. Si, pour en avoir un. Ouais. Sinon, ça vaut rien. Non, je Exact. comprends. Il y a des modifications à faire, il y a des trous. Moi, je l'aime, le plafond budgétaire. Moi, je trouve qu'il fonctionne. Je pense que j'aime aussi. J'étais moins en faveur du fait de défavoriser des écuries qui performent moins bien, niveler vers le bas, j'aime moins ça, sauf que je suis forcé d'admettre ça fonctionne. Il y a une parité qui s'installe, puis les écuries qui tombent, à part Stack, là, qui se relèvent pas, puis on sait que c'est une situation particulière, là, on attend l'arrivée d'Audi, là. En tout cas, je pense qu'on l'attend plus que les autres, on a assez hâte que ça change. Mais tu sais, on voit que les équipes qui sont allées vers le bas reviennent. As, cette dernière, est remontée, était très compétitive. Pendant ce temps-là, on voit l'effet contraire, les écuries qui font rien, puis qui essaient de rester comme en cinquième position, comme Aston Martin, ben, on va couler vers le bas. On a vu McLaren, qui était dans les bas-fonds, a remonté, devenu champion constructeur. Après ça, on a vu Red Bull, ça a duré 3 ans, mais ça les a fait vraiment descendre, le fait d'avoir moins de temps de sifflerie, d'avoir, tu sais, on a perdu des morceaux. Des gens qui sont allés ailleurs, ça aussi, c'est des conséquences du plafond budgétaire qu'on perd nos talents. Avant, c'était une situation qui arrivait quand même, mais qui est accentuée à cause du fait qu'on a simplement trois exemptions du plafond budgétaire pour garder des cerveaux, des ingénieurs. Donc, à ce moment-là, c'est vite dépensé, là, 3 personnes exclues du plafond. Fait que les autres équipes qui ont ces allocations-là vont venir te chercher du monde. C'est ce qui est arrivé. Tu sais, on voit que ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des affaires à travailler. Je suis d'accord avec François, l'histoire des accidents, là, on se rappellera, Red Bull avait eu, à un moment donné, Valtteri Bottas à un Grand Prix, je pense que c'était en Hongrie, avait complètement bousillé les deux Red Bull en commençant. Finalement, on se retrouve deux groupes motopropulseurs à payer, de la carrosserie, ça a coûté des millions à Red Bull, puis finalement, on a dépassé le plafond budgétaire. Il y en a qui vont dire, oui, il n'est pas joué du violon, on a probablement fait d'autres erreurs ailleurs, puis tout ça. N'empêche que ça aide pas lorsque t'es même pas responsable d'un accident comme ça, mais tu en payes les coûts, puis t'es affecté. Autre dossier de la FIA, je sais que il y en est à ses derniers milles, probablement Mohamed Ben Sulayem, mais les candidatures qui viennent, on avait parlé de Suzy Wolf, vous en rappelez, moi j'étais pas d'accord avec sa candidature puisqu'il y a un conflit d'intérêts, là. La définition d'un conflit d'intérêts pur et dur, c'est ça. Là, il y a le père à Carlos Sainz qui veut présenter sa candidature. Donc,
la suite des idées, là. Vous doutez que si je trouve qu'il y a un conflit d'intérêt avec Suzy Wolf, il y en a un méchant avec Carlos Sainz. En plus, ils ont le même nom, là. Fait qu'on peut même pas se cacher. Carlos Sainz Senior et Carlos Sainz Junior. Un est représentant délégué pour les pilotes face à la FIA, puis l'autre serait président de la FIA. Mais il semble que ça tient pas debout. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'il y a un conflit d'intérêt là aussi? Rapidement, François? Ben, surtout quand je l'ai entendu parler, j'ai fait, ah oui, il y a un conflit d'intérêts, mais je crois pas qu'il soit aussi flagrant que celui, mettons, Suzy Wolf et Toto Wolf. Pourquoi? Parce que, mettons, je pense que les décisions que Carlos Sainz va faire, tu sais, la différence, c'est que Toto Wolf, c'est une équipe, tandis que Carlos Sainz, c'est un pilote. Je sais qu'il fait partie d'une équipe, mais ça reste un conflit d'intérêts parce que oui, il y a une relation entre ces gens-là, mais j'ai l'impression que c'est encore plus aberrant entre Suzy Wolf et Toto Wolf que Carlos Sainz Senior et son fils. Parce que tu sais, j'ai pas encore tout à fait analysé ça, mais de voir les décisions que lui pourrait prendre, qui pourraient favoriser ou affecter son fils, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver, mais je pense que le fait d'avoir tu sais, mettons, épouse et mari avec équipe et FIA, je pense que c'est comme plus gros que juste père pilote. Mais François, je veux pas te mettre dans une situation embarrassante, OK? Je sais que tu t'impliques dans le basketball Mhm, compétitif ou basketball amateur, quoi que ce soit, mhm. mais lorsque le père d'un des enfants occupe un poste décisionnel, il se passe quoi normalement? Ouais, c'est vrai les yeux sont rivés dessus, ça c'est certain. Ouais. Mais l'ayant jamais vraiment vécu, moi, mes enfants font pas encore ça. J'ai pas été confronté à ça, puis j'ai pas été dans les ligues quand j'étais jeune où c'est arrivé, ou du moins ça m'est passé sous le nez. Mhm. Mais c'est mon opinion de dire que, tu sais, je vois ça moins gros, mais ça reste que le lien est là. Le lien est là, c'est Donc, ça. Puis on le voit, du favoritisme, ça arrive vite lorsque c'est ton fils dans du sport, là. Puis je te dis pas que tout le monde, c'est juste qu'encore là, c'est un peu comme avec Suzy Wolf, on demande de lui donner une absolution extra spéciale, comme quoi que son intégrité est meilleure que n'importe qui, puis que jamais on va la remettre en doute, ou que si jamais il y a une décision qui frôle la ligne, qu'il n'y a personne chez les partisans qui vont faire Ah ah! C'est à cause de ça. Pour moi, ah, avec Carlos Saint Senior, je suis pas capable de te promettre aujourd'hui que s'il arrive une situation, je ferai pas Ah ah, c'est Senior qui a réglé un. en fait, la question qui se pose là-dedans, c'est est-ce que c'est noir ou blanc un conflit d'intérêts ou il y a des petits et des gros conflits d'intérêts? Hmm. Je pense que la question est là et ça risque, je pense on devrait l'analyser et en reparler parce que Non, je suis d'accord. c'est là le. Mais si, est-ce qu'on peut régler que toute forme de conflit d'intérêt dans une situation comme ça ne devrait pas être là? Je pense que là, par exemple, tu marques un point très important. S'il y a moindrement petit ou gros conflit d'intérêts, on devrait juste discarter l'option. Passer à un autre appel. Ouais. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Je m'excuse, là, le sujet, tu sais, t'as le droit de te prononcer comme tu veux, là, mais je veux dire, est-ce que pour toi, Carlos Sainz Senior, c'est un conflit d'intérêt, peu importe la grosseur, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt là? OUI. Ah Point oui, final. OK. Ouais, on va voir ça bien simple de même. Oui, il y en a un. Bien que Carlos Sainz, Senior, a un super palmarès automobile, selon moi, il y a un conflit d'intérêt. Donc, c'est mieux de ne pas aller dans cette zone-là. De ton côté, Jean-Christophe, t'en penses quoi? Oui, conflit d'intérêt, un peu la même opinion que François, c'est définitivement moins pire, mais t'es pas supposé en avoir point. C'est ça. Mhm. C'est pas supposé être dans l'équation, peu importe, c'est supposé être complètement objectif. Mais est-ce que, un peu comme Suzy Wolf, c'est une personne qui, je donne un exemple, Carlos Sainz dans 5 ans s'en va courir en WEC, il est allé de la F1. Est-ce que là, ça serait un des meilleurs choix, Carlos Sainz senior? Probablement. Ouais. C'est sur ses accolades de carrière et le mérite qu'il a amassé jusqu'à maintenant, oui, certainement, certainement. Non, moi, c'est rien contre l'individu, là. Je pense que c'est de valeur de perdre justement un bon candidat comme ça qui est passionné de course automobile. Puis en plus, pas juste une série, plusieurs séries, Ah même le oui. rallye, puis tout ça. Donc, il serait un super représentant. Les gars, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Conversation avec Pascal Louis-Durand, que nos auditeurs vont avoir la chance d'écouter. Il était là au Grand Prix de Miami, au virage 14. Il nous raconte comment il a vécu son week-end. Donc, en terminant, encore une fois, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, de discuter des sujets d'actualité, des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Je vous souhaite une excellente fin de semaine de votre côté, chacun. Beaucoup de courses automobiles, je suis persuadé, pour François, pour JC aussi, puis Kevin, ben lui, c'est les biberons, puis les enfants. Merci. Puis j'ai hâte d'entendre mon chef d'équipe jaser de son expérience à Miami.
Oui, manquez pas ça, c'est tout de suite dans le prochain bloc. Donc, salut les boys, bonne fin de semaine. Au revoir. Salut bien. On vous l'avait promis, vous étiez plusieurs à le réclamer. Fraîchement arrivé de Miami, il est un signaleur membre de l'ASRQ, l'Association des signaleurs de la région du Québec. Il exporte maintenant son talent à l'international. Pascal Loyer-Durand, re-bienvenue au F1 Podcast. Salut, ça va bien? Ça va super et toi? Ben oui, comment ça peut mieux avec ça? J'imagine que c'est difficile avec une belle fin de semaine comme ça, à Miami, avec des F1 à toute vitesse autour de toi. Tu as fait ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire passer une fin de semaine sur un circuit de course. Donc, j'imagine que c'était assez compliqué de ne pas passer une belle fin de semaine puis de ne pas garder un sourire, là. J'ai l'impression que tu as encore ton sourire. Ah oui, jusqu'aux oreilles. Écoute, tu étais au virage 14 au cours du week-end. Les gens m'ont posé des questions. Comment tu as trouvé ça? On s'était parlé, on avait prévu faire justement ce segment-là, cette entrevue-là qu'on fait à chaque année. J'aime ça, moi, quand que tu viens au podcast, parce que normalement, ça veut dire que l'été s'en vient. Ouais, ça annonce l'été, ça. Non, cet été, Pascal Loyer-Durand, au F1 Podcast, vient nous parler des signaleurs du Québec. Ça veut dire que le Grand Prix du Canada approche. Donc, il y a plein de bonnes nouvelles là, quand tu es là. En plus d'être très intéressant, puis tu nous racontes des affaires que des fois, on voit pas nécessairement lorsqu'on regarde les courses. Donc, j'ai bien hâte qu'on tombe tout dans ce sujet-là. Mais avant, comment qu'on arrive à aller au virage 14 du Grand Prix de Miami? C'est comment qu'on est rendu que tu es signaleur au Québec, mais que, comme je le dis, tu es rendu que tu exportes ton talent à l'international. Donc, sans refaire l'entrevue qu'on avait déjà faite ensemble, je vais inviter les gens justement à aller la trouver sur c'est la dernière saison du F1 Podcast. Si jamais vous la trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous l'enverrai, là. Vous pouvez écouter. Tu nous avais tout mis ça en perspective, mais je veux quand même qu'on fasse un petit retour là-dessus parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain de dire, moi, je vais être signaleur au virage 14 au Grand Prix de Miami. Il y a un cheminement vers ça. Donc, si tu veux replacer les gens là, dans cette perspective-là, comment Pascal Loyer-Durand, du jour au lendemain, devient un signaleur? Pour commencer, faut que tu fasses une petite formation qui est fournie par la SRQ, justement. Puis, tu dois faire absolument 50 sorties locales qui est au Québec. Parce que nous, dans le fond, au Québec, on couvre Montréal le karting, on couvre le circuit à Mont-Tremblant, le circuit de Trois-Rivières, la Formule 1. Donc, avant de vraiment aller à l'extérieur du Québec, il faut faire 50 sorties au Québec. Puis par la suite, un coup que tu as fait tes 50 sorties, là, tu dois demander, pas une dérogation, mais mettons à la présidente, comme une approbation pour aller à l'extérieur. Après ça, un coup que tu as ton approbation, tu remplis les formulaires que l'événement extérieur te demande de remplir, puis après ça, c'est fait comme ça. C'est comme une lettre de référence, dans le fond. Exactement, exactement. Fait qu'en gros, eux autres, ils contrôlent le talent d'ici, pas le contrôler dans le sens où on veut pas qu'il ait travaillé ailleurs, mais dans le sens que tu iras pas nous faire honte à l'international. Si on trouve que tu as de la misère, Ben, tu ris, mais c'est exactement ça, parce c'est que ça. c'est pas partout que c'est comme ça. Tu vois, en fin de semaine à Miami, il y avait du monde que c'était leur première sortie à vie qui était sur le bord de la piste, puis tu sais, sans entrer dans les détails, ça paraissait que c'était leur première sortie. Fait que nous, on est sûr qu'en envoyant des signaleurs du Québec d'au-dessus de 50 sorties, on sait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils sont professionnels. Puis c'est, comme tu dis, les Québécois qui vont à l'extérieur, on n'a pas à étendre d'eux autres. OK, On est, on est parmi les meilleurs signaleurs. mais là, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu veux dire que à Miami ou ailleurs dans le monde, c'est ce que je peux comprendre, ils n'ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes choses à rencontrer, les mêmes Les mêmes caractéristiques. barèmes, là. Les Ouais, mêmes, non, c'est ça, excuse-moi, non. c'est ça, ils ont pas dans le fond, eux autres, n'importe qui peut être signaleur, c'est pas important. Ben, je sais pas exactement comment que ça fonctionne, mais je sais qu'en fin de semaine, je ne vais pas te déduire en erreur, mais j'ai entendu ça, mais je suis pas sûr. Mettons, Ouais. c'était au-dessus de 60% que c'était leur premier événement, mettons, officiel. Oh, wow. Puis parce qu'on est comme en chambre avec deux personnes là-bas. Moi, j'avais un autre roommate, un gars de l'Orlando River. C'était sa première fois qu'il voit une voiture de course dans sa vie, en vrai. Oh boy. Puis il est au Grand Prix. Fait que, tu sais, sans dire que c'est pas des bonnes personnes, c'est pas ça du tout, mais tu sais, si t'as jamais vécu un côté de piste, c'est pas comme dans une estrade. T'es pas spectateur, en fond, quand t'es un signaleur. C'est ça que le monde, des fois, a un petit peu de misère à comprendre, mais tu sais. Fait que nous autres, on s'assure que les Québécois, quand on va à l'extérieur, donc je te dis qu'on est professionnels, qu'on sait ce qu'on a à faire, qu'on n'est pas là pour juste pour le show, mettons. Ah, mais ça, c'est des bonnes nouvelles. Fait que là, en gros, pour faire comprendre la différence,
c'est que même au Québec, tu te retrouverais pas au Grand Prix du Canada si tu n'as pas d'expérience. Non, non. C'est ça. Fait que c'est déjà là le contraste entre Miami Mhm. et ici au Canada, on voit déjà le gros contraste là, qui s'installe. Là. C'est Oui. pas toi, juste pour remettre en perspective, si tu voulais faire quelqu'un qui veut là, rentrer signaleur, là, qui veut communiquer avec vous, il veut faire le cours, euh, y a-t-il des chances qu'il fasse le Grand Prix du Canada cette année? C'est quoi qu'il va falloir qu'il fasse? C'est quoi les Ben, exigences tu veux, pour être. cette année, je peux pas te dire oui ou non, ça c'est plus côté recrutement qu'ils vont pouvoir te dire, mais on a 3 sorties officielles avant le Grand Prix de Montréal qui est en fin de semaine à Saint-Hilaire pour le karting. La semaine prochaine, Tremblant, le routier. Après ça, l'autre semaine d'après, c'est encore à Tremblant du karting, puis après, c'est Montréal. Fait que je peux pas vous dire oui, c'est sûr, non, c'est pas sûr, mais ça va être vraiment côté recrutement qu'ils vont pouvoir dire, mais faut que tu fasses tes preuves. Tu peux pas arriver sur le bord de la piste à Montréal, puis en parenthèse, pas connaître ça, puis on te met sur le bord de la piste, puis tu sais, s'il arrive un accident, ça peut être dangereux pour toi puis pour les autres, là. En gros, si tu veux mettre les chances de ton bord de faire le Grand Prix du Canada cette année, tu as besoin de faire les 3 sorties qui s'en viennent. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Ah, ça c'est sûr, ça c'est C'est ça. sûr. Mais OK. ça veut pas dire que si tu fais des trous que tu vas y être non plus. C'est Non, non, exactement. vraiment Sauf chaque que, personne. sauf que c'est impossible d'arriver et de dire, ben moi, je veux commencer en juin au Grand Prix du Canada. Ça n'arrivera pas. Ça, Ah c'est non, ça c'est clair. Ça n'arrivera pas. sûr. Ça Parfait. c'est Bon. sûr. Ouais. Fait que c'est le fun. Je pense que ça a remis les gens quand même de comprendre comment on arrive là, qu'il y a un cheminement. On le voit que si vous voulez devenir signaleur puis faire ça beaucoup plus facilement, ben, vous avez juste à aller vous inscrire à Miami parce que vous allez tout de suite rendu à un Grand Prix, mais vous n'aurez pas Oui, puis non, nécessairement. parce qu'on est Québécois, fait qu'il faut passer par nous autres Oui, pareil. oui, exactement. Faut passer par la présidente qui fait un travail, un très bon travail, Oui, soit dit oui, en vraiment. passant. Avec vous, c'est Cynthia Coder qui est toujours la Ouais. présidente. Il y a Chantal Sylvain aussi, elle est en charge du recrutement, si je ne me trompe pas, hein. C'est ce que tu Moi, m'avais les dit deux, ils tard. s'en occupent pas mal, les deux. C'est les deux têtes fortes pour le recrutement, Parfait. le SRQ. Donc là, une fois que tout ça est fait, le cheminement de Pascal, il a fait, lui, t'as fait tes classes, t'as fait tes preuves, t'as eu toutes tes autorisations. Madame Coder a signé tes papiers. J'imagine que Madame Sylvain a eu son mot à dire. Oui, lui, c'est un gars fiable. Il nous fera pas honte. On l'envoie là-bas. Puis là, on arrive au moment où ce que t'es à Miami, t'as ton beau petit suit orange, la tête aux pieds, ton suit de signaleur. Puis là, les gens me posent une question, puis j'ai pas le choix de commencer avec ça. Est-ce que Pascal est responsable du drapeau du Québec qu'on a vu lors du week-end à Miami? C'est pas moi qui l'ai apporté à Miami, mais c'est moi qui l'ai installé avec un autre signaleur à Miami. On se regardait, on dit c'est où la meilleure place pour être sûr qu'on le voie. Puis on regardait un peu les caméras, puis on dit on va le mettre là, on va espérer que c'est la meilleure place. Puis je pense que ça a été la meilleure place qu'on a pu faire. On le voyait tout le temps. Fait que j'ai un petit mot là-dedans, mais c'est pas moi qui l'ai apporté. Mais tu l'as quand même installé, puis c'était à Ouais, ton virage 14. Donc, c'est ouais. toi qui avais le drapeau à l'arrière de toi avec ton équipe, tout ça. Puis ça, c'est bien vu. Est-ce qu'il y a bien du monde qui font ça, de Oui, oui. vouloir implanter leur drapeau d'où ils viennent à cet endroit-là? C'est quelque chose qui est commun dans votre Ouais, métier? parce que nous autres, on était là, puis le virage 14 à Miami, enfin, à Miami, t'as comme les flags et communications, puis t'as les interventions. Moi, j'étais en intervention. Puis le virage 14, les flags et communications, c'est du monde du Brésil. Fait que les autres, t'avais mis aussi le drapeau du Brésil. Ah, parfait, parfait. C'est le fun, ça. Oui. C'est le fun, Oui. ça. Puis moi, je l'ai pas vu, le drapeau du Brésil. C'est sûr Ben, que il c'est était lui du comme Québec. plus loin, fait qu'il était Ouais. comme pas dans l'angle de caméra, mais je te dirais que pas mal partout dans le monde, quand que quelqu'un va à l'extérieur, il amène son drapeau, c'est pas mal une petite tradition qu'on a. Bon, je trouve ça bien le fun. Je trouve ça bien le fun. Puis que, tu sais, les gens, ça a attiré l'attention. En tout cas, vous avez Oui. réussi votre coup, là, parce que j'ai vu énormément de messages passer tout au long de la fin de semaine. Moi, je savais la réponse, mais je dis, on va garder ça pour la F1 podcast. Puis là, il y a des gens qui m'ont envoyé la question dans mes courriels, dans le Messenger, sur Facebook. Est-ce que c'est possible de vérifier que Pascal, c'est lui qui est responsable pour le drapeau? Bien oui, il était responsable. Donc là, tu es au virage 14. Comment ça a fonctionné? Eux autres, c'est une approche différente, hein? Ils vont venir vous donner une responsabilité, mais aussi ils vont venir vous attitrer un virage qu'on ne fait pas nécessairement au Québec. Au Québec, on vous promène un peu plus. On ne fait pas ça comme ça aux États-Unis. Non, dans le fond, au Québec, je pense qu'on est la seule place dans le monde que du vendredi au dimanche, tu as 3 postes différents. Fait que, mettons, le vendredi, tu peux être au 1 à Montréal, le samedi au 8, puis le dimanche au 10. Tandis que à nous autres à Miami, on était au 14 les 3 jours. Fait que toute la fin de semaine, on était au même poste. Fait que nous autres, on est contents parce qu'on a un beau poste, mais si tu te retrouves dans une ligne droite, c'est un peu moins le fun, mettons. Ouais, c'est ça. Au Canada, ils vous permettent de faire différents postes puis de Ouais. voir différents virages. Donc, ça, cette approche-là, toi, t'aimes mieux ça, admettons. Oui, oui, oui. Ouais, Oui. t'aimes mieux ça. C'est sûr qu'une ligne droite, mettons le vendredi, ça peut être intéressant parce que tu as du bleu à faire pour les dépassements, mais en course, il n'y a pas de bleu.
Les Formule 1 en course, tu fais même pas de repos, c'est tout géré par la F1. Fait que, en course, en ligne droite, à part à part une méga grosse accident en ligne droite, ce qui arrive très rarement, à part les voir passer en avant de toi, tu feras pas grand-chose. Pour les gens là, qui t'entendent dire du bleu, du jaune, ces choses-là, on se doute bien que c'est pour les drapeaux. Je me Ouais. rappelle que à ton premier passage, tu avais aussi expliqué que lorsque tu arrives un week-end, on t'attitre pendant un segment, là, mettons le vendredi, on va te dire, toi, tu fais du drapeau bleu. Après ça, tu peux être en communication pour si jamais il y a un drapeau rouge, toutes ces choses-là. Tu veux-tu expliquer les différents titres que tu peux avoir ou responsabilités lorsque tu arrives pour un week-end, comme justement tu es attitré au bleu, au jaune? Ces choses-là. Est-ce qu'il y avait un changement aussi? Est-ce qu'à Miami, t'ont fait alterner ta responsabilité ou tu avais la même responsabilité du début à la fin? Mais tu veux, à Miami, vu que c'était différent, parce qu'il y avait comme, sur un poste, il y avait comme deux postes. Il y avait le poste inter et le poste flag. Donc, moi, j'étais seulement en inter toute la fin de semaine dans les trois séries qui étaient la Porsche puis la F1 Academy. Fait que là, je Inter, faisais c'est que de l'inter. intervention. Ouais, Intervention. c'est si, Donc, mettons, il y a un auto en piste, il y a un accident ou quelque chose, des débris, c'est les gars d'Inter qui vont en piste qui vont le chercher. donc, il envoie les gars les plus flexibles et les plus rapides. Les plus beaux corps, les plus bâtis, mettons. Oui, on a déjà vu tes prouesses, justement, là, que tu as déjà remporté une course, hein? Je pense que On ça en a avait... fait une aussi à Miami. Ah oui, il y en a eu une? Ouais, Ah, ça je a sais été pas. filmé, je te l'enverrai. Ah, ok, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que c'est techniquement c'est épisode 2 C'est de la saison, épisode 2. C'est épisode 2 épisode de la 2. saison dernière? Pour les gens qui avaient manqué, c'est que Pascal avait fait une course avec un de ses collègues signaleurs lors du dernier Grand Prix du Canada. Puis ça avait été repris par la F1, par Mhm. McLaren avait même commenté la course. Donc c'était un petit moment, je pense, si je me trompe pas, il y avait eu de la pluie ou il y avait quelque Ouais, chose, il y hein? avait eu de la pluie, puis McLaren avait marqué on va prendre note des stratégies des deux coureurs pour notre course. Puis ouais, je pense que ça avait été vu genre au-dessus de je sais plus combien de millions de vues sur la page F1. Là. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça, c'était vraiment le fun. Fait que c'est pour ça Mm. que. Donc là, Ah, c'est fait que l'épisode 2, puis à Montréal, ben, voir l'épisode 3. On n'a pas le choix, il faut continuer. Ben oui, ben on a déjà hâte, de voir ça. Fait que, t'as eu ton week-end, comme on dit, là, t'es attitré, toi, t'étais en intervention, ça veut dire que c'est toi qui vas chercher les voitures. Est-ce que t'as eu de l'action? Parce que là, c'est sûr que le monde va se demander ça. Est-ce que Pascal, il a passé, même s'il dit qu'on n'est pas des spectateurs quand on est des signaleurs, ben s'il se passe rien, tu deviens quasiment un spectateur, même si tu restes ultra Ouais, concentré, là. ouais. Mais est-ce que t'as eu de l'action? J'ai eu de l'action. Dans le fond, la première action qu'on a eue, c'est que dans la F1 Sprint, Charles Leclerc a tapé au 8, si je ne me trompe pas, puis il est venu s'arrêter à notre poste. Pourquoi? Je ne sais pas qu'il a arrêté à notre poste, parce qu'on était là, j'imagine. Mais il a arrêté à notre poste. Fait que Il nous a autres, servi en français. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, c'était sur le tour de mise en grille. Fait que on était tous là, on était prêts, mais tu sais, le tour de mise en grille, ils regardent passer, ils vont se placer. Fait que là, à un moment donné, je me rappelle qu'il y a un des signaleurs qui était avec nous autres, tu sais, souvent quand ils passent pour les, tranquillement, le tour de mise en grille, on fait les thumbs up, des saluts. Puis là, il fait un thumbs up, puis il voit que l'auto est comme bizarre qu'elle croche. Fait que là, c'est pas en avant de nous autres, puis là, les deux roues sont pétées, tout est pété. Puis là, la course n'a même pas commencé, fait qu'on a déjà eu à ramasser Charles Leclerc. Puis je peux vous dire que moi j'y ai parlé, j'ai demandé comment ça allait, s'il voulait une bouteille d'eau, quoi que ce soit, puis il était pas très, très réceptif, mettons. Non, c'est ça. On va comprendre que c'est pas nécessairement parce que parce que Charles plutôt est pas gentil. C'est juste que Non, du tout. ils viennent de cogner avant même que la sprint commence. Il était vraiment pas content. Je pense qu'il Donc, a été surpris qu'on y parle en français aussi, c'est peut-être ça. oui, la surprise de l'accueil, c'est ça, mais quand même, fait que finalement, il comprenait pas ce que je pense qu'il y a eu un Ben, c'est parce que malentendu. lui, il a débarqué de son auto. Fait que là, quand il a débarqué, j'ai demandé, je veux une bouteille d'eau, quelque chose. Là, il me dit non, ben, il y avait sa visière entrouverte. Fait que là, il me dit quelque chose, mais je comprenais pas vraiment. Fait que là, je lui demande de répéter. Mais encore une fois, je comprends pas. Fait que là, maintenant, le gars qui avait les communications sur la tête, c'est lui qui s'est occupé du pilote, puis qui l'a amené au poste pour venir le faire chercher. Parce que moi, je me suis occupé de l'auto avec d'autres collègues de signaleurs pour la mettre en sécurité. Ah, bon, je comprends. Puis après ça, le drapeau du Québec, faut croire qu'il faisait son effet, là, parce que les gens savaient qu'il allait être servi en français. Quelques heures plus tard, c'est Jack Doohan qui est venu à ton coin, hein, qui lui, Ouais. lui, Ben, même dans la sprint aussi, j'ai eu Carlos Sainz qui a tapé sur le coin, direct en avant de moi quand il a explosé sa roue. ah, Carlos Sainz aussi, ok. Ah oui, Ouais, ben oui, quand il a frappé justement dans la le sprint, coin. il a essayé de Ouais. cogner le coin, puis ça lui a donné une Ça, il a fallu qu'on crevaison. aille en piste après ça ramasser des débris puis tout, parce qu'il y avait du morceau partout, partout, partout. Ah, il y avait des morceaux. Puis le 14, là, tu disais que toi, t'as aimé ça, hein, t'as eu du plaisir. Pour les Ouais. gens, pour les remettre en perspective, c'est là qu'il y a le fameux Ballard, là, l'espèce de Oui. cône, là, où ce Mhm. que Max Verstappen L'année l'avait passée, ouais. ouais, il l'avait accroché. Fait que c'est une drôle de chicane, c'est une drôle c'est un drôle de secteur. Qu'est-ce que tu as vu,
toi, de tes yeux, là? T'as-tu eu des observations au cours du week-end? Y a-t-il quelqu'un qui semblait gagner un avantage par rapport aux autres? Quelqu'un qui semblait maîtriser mieux J'ai vu, le virage? mettons, côté Formule 1, j'ai vu Verstappen, il y avait une façon de rentrer différente de tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait compris que les autres n'avaient pas compris, mais la façon qu'il rentrait, il rentrait comme plus tard, c'était vraiment impressionnant. C'est lui qui rentrait le plus vite, puis le plus proche du mur à droite, c'était vraiment impressionnant. Parce que dans le fond, il frôlait le mur à droite pour essayer de faire une ligne droite le plus possible entre le coin et le bolard. Puis c'est lui qui rentrait le mur, puis ceux qui rentraient le moins bien, ça place, c'est les deux Aston Martin. J'ai remarqué que on dirait que l'auto était vraiment pas stable quand il pognait le vibreur à la sortie, puis il y avait de la misère. On le sait, Aston Martin a mentionné que la voiture meurt dans les virages un peu plus lents, donc ça peut Mm. peut-être expliquer que justement la décélération arrivée là, la voiture ne voulait pas coopérer de la même façon. Du côté de Verstappen, on l'a vu lors de sa bagarre, plus précisément sa bagarre avec Piastri, c'était un secteur où il réussissait toujours à regagner du temps. Allait chercher des fois, c'était plus que 3/10 qu'il allait chercher juste à ce petit secteur-là. Donc, il y a vraiment quelque chose tu sais, ça a attiré ton attention, puis c'est une très belle Ah oui. observation parce qu'on est capable, avec les statistiques, de voir que t'as pas halluciné. Il se passait vraiment quelque chose là dans la façon que Verstappen abordait ce virage-là. Donc, c'est intéressant que t'as pu que ça a pu attirer ton attention là-bas aussi. C'est pour ça que j'aime ça t'avoir au podcast quand tu parles. J'aime ça avoir des conversations avec toi. Je me rappelle encore, puis je fais souvent référence à ce que tu nous avais dit l'année dernière à Montréal lors du tour de qualification. On se rappelle qu'il y a eu égalité entre Russell et Verstappen. Tu m'avais dit, Martin, aussitôt que Max a entamé son dernier tour en Q3, on le voyait qu'il se passait quelque chose. Il prenait des Mhm. virages comme personne ne les avait pris avant dans la fin de semaine. Tu te rappelles de ça, Pascal? Ah oui. C'est ça, puis c'est souvent ça. Puis cette observation-là, vous êtes tellement proche de la piste. Comme tu dis, on n'est pas des spectateurs. Vous devez être attentifs, vous êtes là pour la sécurité des pilotes. Mais il y a des choses que tu es capable de voir que dans les estrades, juste pour dire qu'on est quand même pas mal de pieds plus loin que vous. Donc, on voit dans l'ensemble, mais sur le bord de la piste, quand tu entends les sons, tu sais que tu m'as mentionné là, qu'on a eu notre conversation là, à chaud après Miami, on avait jasé un petit peu. Tu m'avais dit aussi que le son des voitures était différent par Ouais. rapport aux autres lorsqu'ils passaient à ton virage. Les voitures qui faisaient des sons différents, c'était lesquelles? Ben, il y avait la Red Bull qui faisait comme un petit, on dirait un petit claquement quand elle lâchait le gaz, comme une sortie d'air d'un turbo, mettons, une blow-off. Mhm. Puis la Alpine, elle avait un drôle de grondement, je trouve. Je sais pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça sur le coin, mais je trouve que quand elle passait, là, la petite chicane, le grondement était spécial, c'était comme plus mécanique, mais c'est dur à expliquer, mais c'est pas, ils ont pas tout exactement le même son. C'est ça. Puis là, Doohan parle pas français, Non, mais c'est quand même l'écurie française qui a arrêté à ton coin. Puis Jack, c'est au moment où on enregistre l'entrevue, il n'y a pas de confirmation encore, OK? Mais par le moment qu'on va faire l'épisode avec les gars, entre deux courses, que les auditeurs vont entendre ce segment-là, on pourrait dire que tu as vécu les derniers moments de Jack Doohan en F1. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au fait que, ben, dans le fond, il y a toujours eu des rumeurs que ouais. Colapinto s'en viendrait là. Il y a Oliver Oaks dans les dernières semaines qui avait précisé que peut-être qu'on va laisser un répit plus de temps à Dwayne. Finalement, ça semble pas être le cas. Il y a des commanditaires qui se sont mêlés. En tout cas, par le moment que les gens vont entendre ça, on a peut-être plus de détails concernant ça, mais je te mets quand même dans la situation que tu as peut-être vécu les derniers moments de Jack Ouais. Doohan en F1. C'était pas ses Euh, meilleurs en plus. non, mais c'est ça. C'était pas la meilleure pour Alpine dans l'ensemble. Je Non, pense que ça a été non. un week-end difficile, mais quand même, le dernier gars à avoir pris la voiture de Jack puis à lui serrer la main avant qu'il retourne vers les puits, ça va peut-être avoir été toi. Donc, c'est quelque chose à ajouter sur ton CV. Le Ben, mettons, notre courroie. coin, on était pas, on a eu de la belle action, c'est avec Doohan, Leclerc et tout. Mais c'est sûr, c'est un travail d'équipe, tu sais, c'est pas, Mhm. tu sais, il y a plein de monde avec moi qui était là, et dans le fond, quand c'est arrivé, Doohan, il s'était à côté de nous autres, la même fois que Leclerc. Euh, Honnêtement, on s'est parlé, puis on n'a même pas réalisé qu'on était sur le safety car, que les voitures passaient. Tu tombes comme dans une bulle. Puis j'en ai parlé avec les autres après qui étaient avec moi. Tu tombes dans une bulle, que tu as quelque chose à faire, tu le fais, puis tu tombes dans ton monde. Fait qu'un coup que c'était terminé, le chef de poste, il me dit, reste avec l'auto. Il dit, si jamais il y a un feu, parce que la boucanait de l'entrée d'air puis de l'exhaust. Il dit, s'il y a un feu, reste avec l'auto pour un extincteur tant qu'il y a de la boucane au cas où, parce que ça peut allumer n'importe quand. Fait OK. que là, moi, pendant 6-7 tours, je suis resté là. À un moment donné, ça l'a arrêté, j'ai pu remonter un petit peu plus haut dans le virage, mais c'est tout un trip. Fait que tu as fait du gardiennage d'Alpine. Gardiennage d'Alpine, si on peut dire ça comme ça, OK. Ah, effectivement. c'est intéressant. Moi, la Alpine, puis on va en parler, là, c'est une des questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Moi, la Alpine, je la trouve très, très belle.
Je trouve qu'elle ressort bien à la télévision. Je suis pas un amateur de Rose, mais je trouve que l'agencement fait en sorte qu'on la reconnaît. Est-ce qu'en personne, tu peux témoigner de ça? Est-ce qu'elle est belle, la Alpine, en personne? Eh Parce que ben, là, le bleu est comme métallique, elle est vraiment belle, l'Alpine. Je te oui. dirais, là, c'est une des belles, oui. Oui, oui. Puis qu'est-ce qui a ressorti, qui a attiré ton attention dans les autres voitures, là? Tu sais, je sais que Montréal, tu m'avais dit l'année dernière, parce que tu as toujours la chance de les voir un petit peu avant nous. Montréal, c'est toujours le moment de l'année où on les voit vraiment en personne. Puis tu m'avais dit, Martin, attends de voir la McLaren, elle ressort, elle est vraiment belle. Mhm. Est-ce que c'est encore ça que tu as vu cette année sur la grille? Est-ce que c'est encore la McLaren qui attire le plus ton attention ou il y en a d'autres qui sont belles? C'est sûr qu'en fin de semaine, la Racing Bull, tout en rose, ça attire l'œil. Avec les roues en forme de canette, là, ça attire l'œil. Oui, pour le produit Mais spécial là, de Red de Bull. Red Bull rose, je sais pas Justement, trop quelle saveur, là. tu sais qu'on a quelqu'un au F1 Podcast qui s'est sacrifié d'essayer la nouvelle saveur du Red Bull pour le bien de OK, nos et puis? auditeurs. Ouais, c'est François Goulet que tu connais bien, Ah, ben, Colin, ben oui. collègue de toi avec la team FSR, puis il nous a dit que c'était excellent. Ça a l'air que c'est Ah, très, très bon. il Euh, va falloir que je m'en pogne une. c'est ça. Il est pas là pour rien, François, au podcast, là. Il sacrifie C'est son votre corps. testeur, Ouais, c'est ça. exactement, il sacrifie son corps, il fait même des tests de produits. Donc, c'était pour ça qu'elle avait la couleur magenta. Donc, pour toi, elle a ressorti, c'était très bien réussi leur Oui, livrée oui. magenta. Est-ce qu'il y a autre voiture que vraiment que, tu sais, la Red Bull, je sais que moi, je la trouve belle, la Red Bull, mais elle se ressemble beaucoup. Est-ce qu'elle a Ouais. attiré ton attention? Est-ce que tu l'as trouvée belle? Ben, Les c'est sûr Ferrari? en tant que fan de Verstappen, j'ai pas le choix de dire oui, mais c'est sûr qu'à toutes les années, c'est la même moto, à part 4-5 ans qu'ils mettent dessus, mais ça reste une belle voiture en général, la Red Bull, là. Le bleu est comme mauve. On dirait qu'en vrai, les autos sont toutes plus mauves que brillantes. Oui. Oui. Ouais, l'éclat, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est une peinture sur le carbone et ces choses-là. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui sont plus mâts. Puis, lorsque tu regardes justement la Red Bull, toi, tu l'aimes, donc tu l'as apprécié quand elle a passé. Est-ce qu'il y a d'autres. Tu sais, la Ferrari, était-tu aussi là en personne? Que Ah, nous elle autres, était on pas la très voit? jolie. Elle était Non, pas hein? très, non, elle était pas très bien réussie. Celle-là, j'ai vu de proche en plus, puis elle était pas très, elle était pas très jolie. C'est vrai, tu as eu la chance d'avoir de proches. Ah, ben, c'est pas. Puis dans l'ensemble, les gens, comment vous avez été reçus? Puis question que les gens m'ont envoyé beaucoup, comment ça a été passé les douanes? Parce que là, on se fait raconter des histoires dans les médias. Je veux pas tomber dans le politique parce que je pense qu'il y a assez de personnes qui s'occupent de jaser un petit Mhm. peu de la politique puis de faire de la controverse avec tout ce qui se passe avec nos voisins du Sud. Mais est-ce que tu sais, c'est quelque chose que tu appréhendais quand même? On avait eu une discussion avant que tu quittes pour là-bas. Est-ce que ça a bien été? Moi, j'ai pris une fois l'avion dans ma vie. Fait que je l'avais pas pris souvent. C'est sûr que je t'avouerais que j'étais un peu stressé quand j'étais arrivé, mais ça a passé super bien. Mais on me demandait un peu ce que je faisais dans la vie, que j'allais faire aux États-Unis, où j'allais, si ça, mais ça a super bien été pour passer. Puis je te dirais que l'autre bord, c'est un autre monde, hein. Mettons, nous autres, au 14, il y avait bien des overpass dans notre dos, puis il y avait un gars de l'armée avec un sniper prêt en tout temps en haut de nous autres qui Oh, checkait la foule. Fait que ouais. tu vois que c'est un autre monde, là. Oui, 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 c'est ça. C'est sûr qu'on fait du contrôle de foule aux États-Unis. On a de la grosse expérience là-dedans. Moi, j'ai déjà eu Mhm. la chance d'aller voir des matchs de football sur ce terrain-là. Donc, tu m'as montré même qu'il y avait les fameux chiens qui sont là pour renifler Ouais, les le plaques, matin. ces Ouais. choses-là. Donc, beaucoup de sécurité. Ça, c'est le monde qu'on voit aux États-Unis. Mais pour passer les douanes, toi, ça a bien été. Ça a super bien été, Ils ouais. ont posé des questions comme ils font Comme d'habitude. ouais, ça, comme tout le temps. C'est ça. Là, tu arrives là-bas, ils vous ont pris en charge. Tu me disais que tu étais, en colocation ou tu avais quelqu'un qui était dans ta chambre. Ça, c'est eux qui se sont organisés ça ou c'est toi qui as Ben, au trouvé début, des j'étais gens? supposé avec un autre Québécois qui était supposé OK. venir avec moi, mais là, sa femme est tombée malade. Fait qu'il est resté ici. Fait qu'ils m'ont comme matché avec quelqu'un que je connaissais pas. C'est un gars, un infirmier de 28 ans d'Orlando. Super gentil, le gars, mais tu sais, on se croisait vite, vite le soir, bonjour, ta journée s'est bien été, oui, oui, puis c'est tout, mais super sympathique pour le vrai, là. Puis sinon, on pouvait. Tu sais, les autres gars dans l'autre gang avec qui j'étais, les autres, ils s'étaient matchés, mettons, deux signaleurs du Québec ensemble dans leur chambre. Fait que c'était le fun, mais moi, vu que mon ami, sa femme était malade, elle est restée ici. Fait que j'ai retrouvé un nouvel ami signaleur, si on peut dire ça comme ça. Toi, ça te permettait de relaxer en même Ouais, temps. c'est Parce que ça. le soir, de toute façon, tu as grosse journée au soleil, il n'y a pas trop d'ombre où ce que vous êtes. Toi, ça te Non, permettait c'est ça. d'envoyer des photos à tes amis puis de dire un peu ce qui se passait. On- Je voulais faire un suivi, je m'en aurais voulu. Ta conjointe, maintenant rendue ton épouse, vous êtes mariés Oui, depuis le temps, on se rappelle que tu nous avais raconté qu'elle fait ça, elle aussi. Là. Vous oui. fait des fins de semaine de couple à travers le Québec à être signaleur. Est-ce qu'elle avait le droit, elle, d'aller à Miami? Parce qu'on se rappelle qu'elle débutait la saison dernière, là, elle prenait son expérience Non, parce qu'elle n'avait pas ses 50 sorties. Je pense qu'elle est rendue à 32. à Donc, ça 32. prend vraiment le chiffre, c'est 50, le chiffre magique. Fait que cette année, elle peut pas. L'année prochaine,
On verra, il y a des bonnes chances qu'elles peuvent. On verra si on remet l'expérience, si on la remet à une autre place. On peut aller à une autre place aussi, c'est pas interdit. Mais non, cette année, elle n'a pas pu être là. Elle était là en photo, mais pas en personne. OK, donc c'est ça. Mais on voit que là, avoir un été très chargé si elle veut pouvoir aller à Miami l'an prochain. Ouais, cet été, j'ai calculé vite fait. Si tout va bien, on fait 38 sorties dans l'été. 38. Puis est-ce que c'est Miami que tu as sur les plans l'an prochain ou Austin, Vegas, c'est quelque chose qui pourrait te tenter? J'ai bien aimé Miami. C'est sûr que j'ai entendu parler un peu d'Austin. Sinon, Vegas, ça semblait être compliqué ce que j'ai vu. Il y a du monde qui a essayé d'y aller il y a 2 ans. Ça va l'air compliqué avec une histoire de visa ou je sais pas trop, mais je dirais, je vais suivre la gang, puis je vais aller où ce qu'on va aller, puis n'importe où, ça va être le fun. Anyway. OK, donc la piqûre a été faite, là, c'est pas. Tu Ah oui, peux plus oui. simplement être signaleur juste au Québec non plus si tu as la chance d'aller visiter des endroits, puis en connaître des gens de partout, puis aussi vivre des grands prix, parce que c'est sûr que c'est une autre ambiance. Tu sais. Oui. Moi, comme je t'ai dit, je savais un peu qu'est-ce que tu allais vivre là-bas, mais tu as été surpris. Puis, tu sais, sans dénigrer ce qu'on a ici à Montréal, c'est sûr que quand on se compare, quand on voit d'autres activités, d'autres organisations, ça veut pas dire qu'on est mal organisé ici, mais on peut Non, voir non, que non, les non, non. gens font des choses quand même différentes. De là à bloquer les rues, bloquer les autoroutes pour escorter les signaleurs avec la police vers le Ouais. circuit, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement à Montréal, ça, hein? Non, nous autres, on était tous dans l'autobus, on se faisait en joke s'il faudrait qu'ils fassent ça sur des carrés et la chicane pognerait, on aurait des plaintes, ça n'a pas de sens. Parce que nous autres, on sortait de l'hôtel, il devait y avoir, je sais pas, peut-être une 20, 25, 30 policiers en moto qui nous escortaient, qui barraient toutes les sorties d'autoroute. On passait, ils nous suivaient. C'était très, très, très impressionnant. Parce qu'on voit que le sport aux États-Unis, les autres, ça leur dérange pas de bloquer des foules pour faire bouger du sport. Ils ont compris le lien avec l'économie, le fait que cette activité-là, non seulement, oui, ça cause du trafic dans la ville, mais c'est vraiment une rentrée d'argent pour la ville de Miami, pour l'État de la Floride. On l'a vu dans les statistiques, ça a été la même chose à Vegas. On bloque des rues, ça cause des Ouais. maux de tête, non seulement aux commerçants, mais aussi aux résidents de l'endroit au Nevada. Puis Vegas a eu des retombées économiques qui ont frôlé le milliard. Là, on parle de 900 quelques millions en retombées économiques pour une édition du Grand Prix de Las Vegas. Miami, j'ai pas les chiffres devant moi, mais ça peut quand même être semblable à ça lorsqu'on regarde les gens qui sont là, tout ce que ça dépêche, tout ça. Donc, on comprend qu'il y a un gros impact sur l'argent, la communauté, toutes ces choses-là. Donc, on néglige pas les personnes qui sont là pour veiller à ce que le bon fonctionnement de cet événement-là. Donc, c'est ce qu'on a fait, vous autres, en vous escortant vers le circuit. Sauf que je te Peut-être. dirais, on dirait que l'autre bord, c'est plus considéré comme un show versus nous autres une course. C'est ça la différence aussi. Mhm. Là-bas, il y avait vraiment des grosses emphases sur les spectacles entre les courses. Tu sais, nous autres, on était à côté d'une loge qui avait Pitbull, Sophie Tucker, des gros noms de DJ Steven Abel, il y avait des gros noms. Fait entre les sessions, il y avait souvent des gros shows que nous, on n'a pas. Nous, on est vraiment plus puriste course, je te dirais, je pense, à Montréal. Ouais, on travaille un peu, hein, je pense, sur l'événement parce que je voulais te poser, c'était ma prochaine question. Tu as eu la chance de voir la F1 Academy quelques mois avant nous autres, quelques semaines avant nous, parce que pour la Mhm. première fois, on va les avoir à Montréal. Fait que ça me montre que oui, c'est encore le côté course. On a essayé d'avoir Pitbull l'année passée. Tu te rappelles, son avion n'avait Oui, pas fonctionné. oui. Fait que là, je suis content de voir que son avion avait fonctionné pour aller à Miami, même si c'est pas un gros déplacement pour lui. Mais c'est ça. Fait qu'il- Non, c'est ça. il essaie à Montréal d'aller vers le côté événementiel. La Liberty Media aussi demande ça. C'est sûr, quand la pluie, quand on a des déluges, c'est pas évident, puis Ouais, c'est ça ça. complique des choses. Mais quand même, on voit qu'avec la F1 Academy. Donc, est-ce que ça a attiré ton attention? Est-ce que c'est intéressant à voir cette série-là que tu as eu la chance de voir au cours du week-end? Oui, c'était une super série. On dirait que les filles, ils ont de quoi prouver, puis ils savent, fait qu'ils sont pas peureuses. Il y a une course qui a été cancellée dimanche à cause de la pluie, ce que je trouve très, très, très dommage, parce que ça donne quoi faire des pneus de pluie si on court plus à la pluie, à Ouais, mon avis. ça, c'est une problématique. Oui. Mais non, c'est une belle série, pour le vrai. Moi, je l'écoutais l'année passée sur F1 TV, puis je me comme j'appréciais beaucoup, mettons, Doriane Pain, puis elle a bien fait, effectivement, la première course. Fait que non, c'est une belle série. Bon, ben, content de savoir que le spectacle se rend bien. Je sais Mhm. qu'il y avait les Porsche aussi. Ça, c'est une autre série qu'on va avoir cette Ouais. année. Donc, tu as vraiment eu la chance de voir, dans le fond, l'ouverture du Grand Prix du Canada, là, dans le fond, ce qu'on va avoir dans les séries de soutien.
Bon, mais c'est le fun de voir ça, la F1 Academy Oui, qui donne un bon spectacle parce que je te dirais que c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, là. C'est du côté du Canada de voir ces fameuses voitures-là, des voitures qui sont aux alentours de 300 chevaux. C'est quand même des belles monoplaces à voir, là. oui, oui, elles sont belles. Les livrées sont vraiment belles aussi. Il y a beaucoup de livrées de sous-écuries de Formule 1 comme Alpine, Aston Martin, McLaren. Tu sais, ils ont comme tout le F1 Academy. Puis sinon, il y a des écuries indépendantes, si on veut, là. Mais non, c'est bien. Ah, cool. Puis en terminant, Pascal, je voulais te demander quand même si tu veux redonner les informations aux gens, comment devenir signaleur, comment vous rejoindre dans l'équipe cette année, l'équipe du ASRQ. Vous avez un groupe sur Facebook, il y a une façon, moi je vais mettre les coordonnées dans l'épisode, ça va être disponible sur Facebook, la même chose, Instagram. Vous pouvez toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de vous donner les informations des bonnes personnes. Si tu veux les redonner, je pense qu'il y a une adresse courriel. Mhm. J'imagine on communique directement avec Madame Chantal Sylvain qui est en charge du recrutement. Puis c'est ça. Mais dans le fond, on a une page Internet. Puis c'est le recrutement.asrq, à commercial asrq.com. T'envoies, dans le fond, que tu es intéressé à devenir signaleur. Ils vont te renvoyer des documents. Puis tout sera rempli. Puis c'est pas très long. C'est un petit procédé à faire, mais ça vaut la peine. Parce que même au Québec, on a de très belles courses en karting. C'est vraiment intéressant. Nous, notre saison commence justement en fin de semaine à Saint-Hilaire avec le karting. Puis on a tout bien hâte. C'est une belle famille hein, qui s'installe. Oui, oui, vraiment. C'est parce que On va tous souper le soir ensemble en gang. Puis non, c'est vraiment, c'est rendu des amis, là, pour le vrai, là. c'est ça, parce qu'à la base, si vous êtes tous des passionnés de course automobile, vous avez, tu sais, comme toi, on l'a dit, tu fais de la course virtuelle, c'est toi qui a la ligue, c'est toi qui est qui est le capitaine de l'équipe de la team Mhm. FSR avec François Goulet qu'on est ici au F1 Podcast. Donc, toi, à la base, tu es un passionné de course, tu veux en donner, tu passes tes fins de semaine là-bas, puis tu rencontres des gens que tu connaissais pas nécessairement, que tu n'aurais pas croisé dans la vie de tous les jours, qui deviennent des amis, qui deviennent une forme de famille puisque vous passez beaucoup de temps avec eux. Donc, tout Exact. ça, c'est tout ce que ça l'englobe de décider de devenir un professionnel bénévole. C'est de même qu'on appelle ça parce que la SRQ vous forme et vous êtes pas, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Bien sûr, il y a des exigences à rentrer. Il faut avoir de la connaissance de course. Il faut avoir les bons réflexes. Ben, connaissance de course, oui puis non, c'est sûr que ça aide. Mais quelqu'un qui connaît pas les courses peut quand même s'inscrire, puis on est capable de le former. C'est sûr, il faut t'aimer ça être dehors, parce que pluie, 40 degrés, n'importe quoi, t'es dehors. Puis faut t'aimer quand même la course un minimum, là. Mhm. Mais t'es Faut pas que tu obligé t'y d'être un intéresses. professionnel. Non, non, pas obligé. Mais c'est ça. Fait que c'est s'intéresser au fonctionnement d'une course. Ouais, Pour être capable de, après ça, mieux répondre, mieux comprendre les demandes qui peuvent se présenter, les dangers aussi, surtout lorsqu'on fait du drapeau bleu, comprendre là, pourquoi on agite un bleu. Tu l'as mhm. déjà dit, je vais reprendre la phrase, les gens pensent que c'est juste faire aller des morceaux de tissu, mais c'est beaucoup plus que ça. Ouais, Les cerveaux, il faut qu'ils fonctionnent, il faut qu'il y ait de la compréhension, il faut qu'il y ait des choses. C'est pas pour faire peur au monde, parce que de toute façon, comme tu dis, il y a une façon vous oui. avez une façon de former les gens, il y a toute une équipe qui est là pour aider, sous la gouverne de Cynthia Coderre, comme on a dit, Chantal Sylvain, qu'on salue, les deux qui font un travail remarquable selon ce que toi tu me racontes et tes collègues m'ont déjà raconté. Pascal Loyer-Durand, ça a été encore une fois un plaisir de t'avoir ici au F1 Podcast. On va te réinviter, tu vas pouvoir passer, sûrement après le Grand Prix du Canada, ce serait plaisant Mhm. d'avoir ce que tu as observé de ce fameux Grand Prix-là qui arrive déjà très rapidement dans quelques semaines. Donc, les gens qui veulent rejoindre l'association et devenir un collègue professionnel bénévole de Pascal, bien simplement regarder les informations qui vont être disponibles sur le F1 Podcast ou m'écrire un petit message, ça va me faire plaisir de vous acheminer ça. Pascal, je te souhaite une excellente saison à toi ainsi que tous tes collègues de l'ASR. Merci beaucoup, là. C'est à ce qui conclut notre épisode du vendredi 9 mai. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Entre-temps, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.